Salut à toutes et à tous, live aujourd'hui exceptionnel, j'ai bouleversé tous les programmes pour inviter Rémi Daillet. Rémi Daillet, vous connaissez tous, j'ai déjà eu une interview avec lui. Aujourd'hui, il y a des accusations très très graves à son encontre. On va en parler, on va demander toutes les explications à Rémi. Il existe en France la présomption d'innocence. C'est pour ça que j'ai voulu, et ça s'applique à Rémi aussi, c'est pour ça que j'ai voulu l'interviewer, parce que sur ce que je vois dans les médias, il est déjà coupable, mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Il faut aussi avoir les explications de tous les protagonistes. Salut cher Rémi, comment vas-tu? Bonjour Mike, heureux de te voir, merci de cet accueil. C'est moi qui te remercie de répondre ici sur Gérard Info. On t'accuse de plein de choses, d'être d'extrême droite, complotiste, d'avoir organisé un enlèvement. C'est complètement fou, c'est ce qui se passe. Alors moi d'abord je voudrais te dire que si je te réponds à toi, c'est que je pense qu'on va faire les choses sérieusement, donc avec la grosse presse d'innovation qui est une presse totalement stigmatisée, qui, tu l'as remarqué, répercute exactement les mêmes choses dans tous les canaux. Donc là, ce matin, je voulais que les Français le voient, ça. Ils voient que tout est exactement identique dans tous les canaux. En fait, le matin, ils reçoivent tous un mail, si tu veux, et ils vont dire que c'est pas vrai, mais moi je te l'affirme. Parce que c'était déjà le cas il y a 30 ans quand j'étais journaliste, il y avait déjà le bulletin quotidien que tout le monde recevait, sauf un ou deux journaux d'opposition. Le BQ, comme on l'appelait dans le métier, le BQ te disait tout ce qu'il fallait dire dans la journée, dans tous les journaux. Tu vois? Et bien là, tu l'as encore, tu as sous les yeux la preuve éclatante d'un montage, évidemment, mais utilisant les mêmes termes, les mêmes ficelles. Et ils m'appellent tous, je réponds le premier, BFM, le Parisien, ils posent tous les mêmes questions. Mais tous, c'est absolument hallucinant. Les mêmes questions, et ils insistent, comme faisant un travail de base police, pour avoir les éléments. Mais ça n'a aucune importance. Parce que là, aujourd'hui, on va parler de choses très importantes avec toi, et je voulais le faire avec toi. On va sortir, non pas des choses qui vont embarrasser les gens, on va changer complètement de monde, tu vas voir. Je te remercie vraiment. Alors sachez les gens que vous pouvez aussi poser des questions, les meilleures questions sur le procès à Rémi. Tu as tout à fait raison, tu confirmes en plus une chose, c'est que les journalistes aujourd'hui ne travaillent pas leur sujet. Ce sont des, pratiquement tous, ils sont au service, ce sont des agents du renseignement. Alors j'ai croisé un jour qui a eu l'honnêteté de me le dire. Je pose la question parfois, une fois sur trois, aux journalistes qui m'interviewent, je dis, vous savez, vous travaillez au renseignement, il ne faut pas oublier. Les gars, ils ne nient pas. Voilà, face à Notre-Dame. Ils ne disent pas non. Au moins, ils ne mentent pas ouvertement. Non, avant de démarrer ensemble, je veux d'abord dire quelque chose au sujet des gars qui sont en prison aujourd'hui. C'est du délire. C'est du délire. Moi, je suis très préoccupé. Et à cause de ça, et pour eux, on va précipiter les choses. Là, déjà, tu as une information exclusive. Parce que moi, ça me fait plus que de la peine. Ça me révulse que des gars comme ça, qui étaient au Nord, se retrouvent en prison. Alors qu'ils devraient être célébrés, on devrait leur jeter des fleurs sur leur passage dans la rue. Parce qu'ils ont eu le courage, enfin, de faire quelque chose de concret pour un citoyen de ce pays, un enfant et sa maman, à sa demande. Et on te dit enlèvement, on nous dit enlèvement, tu vois la manipulation, tous les médias reprennent enlèvement, alerte enlèvement, c'est une restitution. Tu vois un peu la chose, c'est diabolique. Tu fais quelque chose qui est non seulement de droit, mais une obligation légale, tu es dans l'obligation de restituer un enfant kidnappé à son parent, un enfant qui était abusé. Cet enfant a été arraché à sa maman, qui a souffert son calvaire, et on l'a remis entre les mains de sa grand-mère, qui n'est pas sa mère, et que sa mère ne reconnaît pas comme étant la tutrice légitime. Je viens d'annoncer quelque chose, c'est que cet enfant a été abusé. Oui, parce que nous le savons. Je pense que dans la justice républicaine, elle finira par le trouver. Je le sais déjà. Je pense qu'elle sait. Et donc, évidemment, on intervient. Il faut intervenir avec des parents bienveillants dont l'enfant est en souffrance. Si l'enfant se passe bien, il n'y a pas urgence.
veulent répéter l'abus, etc., et que ces personnes semblent raisonnables, équilibrées psychologiquement, etc., c'est une obligation morale et légale. C'est la loi. Or, ces crapules là qui nous attaquent, qui violent la loi tous les jours, ça tu le sais, ça ne gêne plus, eh bien, ils te disent le contraire. Nous, le peuple, il faut le rétablir. On va la rétablir. Mais je la redis ici. Nous sommes dans l'obligation de faire respecter la loi. C'est votre obligation à tous de faire respecter la loi. On changera la loi, parce que la loi ne sera pas la même. On va revenir à une vraie loi lisible, compréhensible et pas tordue comme on le fait. Eh bien, mais pour l'instant, le principe est juste que l'on doit faire appliquer la loi quand il y a des situations d'infraction de manière générale. Et quand un juge commet ce qu'il fait, il faut l'arrêter. Il va falloir aller arrêter ce juge. C'est le rôle de la population, alors ou de ses représentants, ou de ses... Vraiment, dès le début de l'affaire, alors cette mère de famille, comment elle t'a contacté? Comment ça s'est passé le premier contact entre vous? Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces questions. Je l'ai dit, c'est une question qu'on m'a déjà posée souvent. L'essentiel, il est que l'organisation de la résistance aidera et soutiendra autant que possible les personnes qui ont l'intention de rétablir le droit et la justice et de rendre les enfants kidnappés à leur famille. Parce que toi tu milites, justement, tu expliques que l'État kidnappe les enfants, c'est quand même une accusation très grave que tu fais là. Pourquoi c'est une accusation. C'est en effet une accusation. Oui, c'est une accusation en effet très très grave qu'il faut bien peser. Et c'est une accusation avérée, dans très nombreux cas. C'est une affaire bien connue qui a atterri sur tous les bureaux des responsables, ministres, présidents et compagnie. Tout le monde sait depuis des années ce qui se passe. Depuis très longtemps maintenant, les enfants sont placés par dizaines de milliers pour beaucoup d'entre eux de manière abusive. Voilà ce que j'ai dit en substance, et c'est un fait que personne ne peut contester. Voilà. Donc il y a donc des kidnappings de manière industrielle, institutionnelle. C'est pas le kidnappeur qui vient enlever ton enfant avec sa Renault 4, la façon dont ça se passait dans les années 20 et 30. Aujourd'hui, c'est l'État qui s'occupe essentiellement de faire du kidnapping. Et l'État a d'autres activités de gangsters qui laissent largement derrière eux les amateurs. Je peux te dire qu'il y en a d'autres, des questions de ce genre dont on pourrait parler, notamment les trafics de drogue. Si tu veux, on peut en parler des trafics de drogue. Qui a la haute main sur les trafics de drogue? On va parler, c'est tout un sujet, ça fait partie des très nombreux sujets sur lesquels les Français sont déjà quand même assez bien informés. Et concernant ces placements abusifs, c'est-à-dire que l'État récupère des enfants qui met à la DAS, qui prend des parents, et il les met à la DAS. Je crois même que ces placements sont financés très cher par contre. Oui, et non seulement ça, c'est que j'ai encore eu des personnes tout à l'heure. J'ai des personnes tout à l'heure qui m'ont dit que toutes leurs allocations familiales leur ont été prises. Ils sont reversés à l'ASE. On leur laisse 3 fois rien. Tu vois le truc? Donc on te pique un enfant et hop, les copains de l'ASE récupèrent l'argent. L'enfant on ne le revoit pas. Et donc aujourd'hui en fait ton mouvement c'est avant tout pour aider ces familles. C'est notamment c'est aider tous les gens qui en ont besoin. Il n'y a pas que, il y a plein de gens qui sont sur des détresse notamment. C'est-à-dire que justement qu'est-ce que tu fais en plus? C'est-à-dire que voilà, tu as ce côté déplacement abusif, mais tu as aussi d'autres préoccupations. Pour moi, si tu veux, c'est le moyen de faire en sorte que les gens prennent conscience des besoins et de se mettre en route dans l'exercice de leurs devoirs et de leurs droits. Parce que pour l'instant, ils se plaignent, ils manifestent parfois, mais ils restent encore dans un phénomène de masse où on va tous manifester, on se fait taper dessus, on rentre à la maison et on n'en tire rien. Alors que l'exercice de la citoyenneté, d'ailleurs, la République est prévue à l'origine, est quand même plus actif que ça. Aujourd'hui, tu peux rencontrer des républicains, farouches républicains, qui te diront la République, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une participation citoyenne populaire. Il y a des gens qui font comme ça. Et ça existe. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Les gens ne réagissent plus. Ils estiment, ils croient que l'État est en droit de leur voler leur enfant sans droit. Et non.
C'est pas parce qu'un juge déclare qu'il sans avoir de pièces sérieuses. Moi, tu sais, c'est vu. Les gens que je crois, il y a deux discours. Il y a le discours des gens et le discours de la justice. Bah, tu sais, c'est vite vu. Les gens, ils t'expliquent ce qui se passe, tu as le détail. Et ils y passent, j'ai des tartines parfois. C'est sûr, il faut savoir lire. Donc j'ai 5, 6, 10 pages. Puis des documents, et puis ensuite, à côté de ça, j'ai le discours de la justice. Donc les comptes rendus, les jugements. Mais c'est de la folie. Ils ne lisent rien de ce que disent les plaignants, de ce que disent les gens. C'est tel expert a prétendu que madame était alcoolique, la fille ne touche pas une goutte d'alcool, le juge entérine le fait que la mère est alcoolique. Des trucs comme ça, mais tu en vois tout le temps, c'est totalement aberrant. Nous avons vu madame telle date, jamais vu cette personne, jamais rencontré. Nous avons remis son jugement à la famille telle. La famille n'a jamais reçu le jugement. J'ai eu un cas encore aussi tout à l'heure. Famille, la CAF lui sucre donc ses allocations. Suite à un jugement, elle ne l'a jamais reçu. Elle n'est même pas au courant qu'il y a un jugement à son nom. Voilà. Mais par exemple, la mère le naufrage. Par exemple, la mère de famille, la mère de Madame Mia, de la petite Mia, pardon, quel était le jugement pour sa prise d'enfant? Qu'est-ce que le juge a expliqué? Comment le juge a expliqué de lui avoir enlevé son enfant? Je n'ai pas vu le jugement de cette affaire, mais nous savons en gros, c'est ce que la presse a rapporté, qu'il a été estimé que la maman n'était pas à la hauteur, parce que je l'ai dit déjà, c'est comme anorexique, ce qui ne veut rien dire, parce que les gens sont un peu maigres, on dit qu'ils sont anorexiques. Elle n'aime pas la nourriture traditionnelle, elle est végane, c'est à charge. Végane, c'est à charge. Elle trouve que le survivalisme est une bonne idée. Elle n'est pas survivaliste elle-même, mais tout est une bonne idée. Vous êtes donc survivaliste. Et puis peut-être qu'elle est aussi peut-être un peu complotiste ou en marge de la société. C'est inadmissible d'être en marge de la société. C'est à charge. Tout ça qui ne sont pas du tout des délires, en aucun cas, bah, ça suffit largement. Des cas comme ça, mais je te dis, j'en ai plein. Rien que beaucoup de gens. C'est une horreur. Mais c'est pas suffisant. Et il faudra aller bien plus loin. Et les événements nous poussent à aller plus loin. Je vais le faire là ces jours-ci, tu vas voir. On va changer le régime. On est obligé. Et c'est d'ailleurs providence. C'est-à-dire que tu vas faire une annonce dans les prochains jours. Oui, je vais faire une annonce dans les prochains jours. Et ça va être vraiment historique. Et je ne suis pas, tu le sais, je pense, je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un mégalomane. Mais on va enfin passer dans cette nouvelle ère tant attendue. Et beaucoup de gens qui sont en attente de choses magnifiques et merveilleuses dans ce pays, qui savent que quelque chose va arriver, eh bien, ils auront le signal que c'est en train de commencer, que c'est en train d'arriver. Ça va arriver, je vais l'annoncer. Tu vas parler des personnes là qui sont aujourd'hui en prison. Est-ce que tu as des contacts? On n'a rien. On n'a rien, on a trouvé des avocats. C'est une aberration. Normalement, une affaire comme ça, les gars, on les relâche. On attend de leur jugement, au moins. On relâche au bout de 3 jours. Non, les gars, ils sont partis. Il n'y a pas de jugement, mais ils sont pratiquement. Exit les crimes d'État. On ne va pas mettre en prison les assassins des hôpitaux, le Rivotril, tout ce que tu sais. Tu vois. Mais quelqu'un qui ramène un enfant à sa mère, mais prison, c'est éventuellement perpète. On parle de perpète. Mais il y a une information qui est sortie en France, comme quoi tu pourrais payer ces personnes avec 3 000 euros et que ça viendrait de comptes offshore. Qu'est-ce que tu vas répondre à cette accusation? Là, c'est la littérature, que les journalistes reprennent en boucle. Ça et plein d'autres choses sont totalement bidons. On dit aussi que j'ai une énième fois que j'aurais été exclu du modem pour avoir enregistré, ce qui est faux. Je n'ai été exclu du modem, je suis parti tout seul. J'ai gagné un procès contre Bayrou qui avait été c'est très mal interprété sur un congrès qui prétendait expulser du congrès lui-même. J'ai fait annuler les décisions du congrès, j'ai gagné le procès. Très facilement, je n'ai jamais été exclu, je suis parti moi-même après de mettre face à Bayrou. Donc la glaise, je n'ai jamais croisé la glaise, depuis la glaise, et je suis on connaît les états de service de ces gens qui sont, pour ainsi dire, quasi nuls. Et puis d'autres personnes que j'ai un peu psychologique, très bien. Prenons note et faisons attention de ne pas nous mettre dans un monde aussi cinglé. Je dis, pourquoi je pose ces questions? Je vais dire ça aux gens. C'est parce qu'il y a des
affirmations de la presse. Et je pense qu'il faut répondre à ces affirmations de la presse. Voilà. Oui, oui, on peut ou on peut aussi les ignorer. Bah, écoute, Détail. ignorer ça, on ne peut pas nous parler de tout détail, mais ignorer les accusations, c'est faire marcher, on va dire, l'imaginaire des gens et avoir une certaine culpabilité après sur ça. Voilà. C'est vrai, mais dans la mesure où on en reste là. Et comme ça va s'accélérer très très vite, et qu'actuellement là, ça va tomber comme un grappin, tu vas voir, ça va aller très très vite maintenant. Tout ça, on va l'oublier si tu veux, on va voir si je me ou pas. Moi, je ne peux personne, les gens font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent des initiatives qu'ils veulent. Éventuellement, ils me demandent mon avis, mais ça se limite à ça, et c'est pas moi qui dis aux gens, vous faites ci, vous faites ça, à telle heure, et à telle heure. Donc, je ne suis pas un gourou, je ne dis pas comment il faut penser, comment il faut vivre. Chacun a sa spiritualité, sa vie, sa philosophie, sa politique, sa gauche, sa droite, son centre, ce qu'on veut. Et en aucun cas, je ne prends possession des gens ni de leur mode de pensée. Je suis toujours très prudent vis-à-vis de ça parce que ça fait quand même très longtemps que je m'occupe de personnes et je fais très attention aux relations semi-affectueuses. Oui. Mais c'est-à-dire que toi, en fait, tu enquêtes sur... quand les gens te disent des choses, tu fais l'enquête. Il faut être prudent. Il y a des familles qui sont des familles qui ne sont pas forcément des bonnes familles. Faire toujours attention aux gens. Quand les gens te disent des choses, il faut... Mais tu sais, tu as l'habitude, notamment, tu vois, c'est comme les policiers, ils savent ce qu'est la vérité, ce qu'est le mensonge, très rapidement, ils ont le métier en main. Un juge aussi, s'il est compétent, il y a beaucoup de compétents, mais enfin, un bon juge, il sait à peu près, et s'il trouve d'ailleurs quelqu'un d'honnête et qui dit la vérité, il va lui faire le problème. S'il trouve un fripon qui menace, il va s'écraser, et puis il va appeler ses copains des loges, et puis voir comment ça se passe avec lui, et puis on élargira, on trouvera des... Regarde tous ces procès qu'il y a encore en ce moment, là, regarde Sarkozy, etc. C'est une justice inversée. Mais justement, c'est parce que tu n'as pas confiance dans la justice que tu penses que la justice ne donnera pas ses droits à cette mère de famille que tu as imaginé, ou vous avez imaginé ce plan. Je ne vois pas, je n'ai rien imaginé du tout, mais je peux te dire que je pense qu'il n'y a plus de justice. Demande aux Français, tu leur demandes, chers Français, y a-t-il de la justice en France? Oui ou non? Je ne sais pas. Les enquêtes elles ont déjà été faites, hein, les gens estiment que depuis très longtemps déjà aussi, ils estiment qu'il n'y a plus de justice en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des bons juges et qu'il n'y a pas de bons jugements. Heureusement, parfois j'en ai, j'ai des gens qui me disent on a été blanchi absolument pour telle ou telle raison, ça s'est bien passé, le juge a été très compréhensif. Formidable. De même que parfois il y a des inspecteurs d'académie qui sont très bien et très compétents. Ça existe. Et puis il y en a qui le sont. Et malheureusement, on a beaucoup plus de gens qui se comportent moyennement, voire mal, plutôt que de gens qui se comportent bien. Il y a une chute de la formation, il y a une chute de l'éducation partout, et en particulier dans la fonction publique. Donc on a des gens aujourd'hui dans la fonction publique en grand nombre, des ministres qui disaient, tu sais, la fonction publique, les gens qui ne trouvaient pas de travail, c'est dire l'estime qu'il avait. Eh bien, tu as beaucoup de fonctionnaires qui utilisent des choses qui sont fausses. L'article 432 et suivant du code pénal, de mentir à un citoyen. Monsieur, vous dites quelque chose qui est faux. Alors, il faut inverser à chaque fois qu'on dit monsieur, vous êtes ceci. Ah, monsieur, si vous affirmez quelque chose, vous allez me le démontrer, me le prouver avec un extrait du journal officiel. Et pas une circulaire, parce qu'une circulaire, c'est pour circuler entre les ministères et ça ne me regarde pas. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un policier qui dit ça à des gens. D'après la circulaire Sarkozy, vous n'avez pas le droit de me filmer. La circulaire, monsieur, ça me rend opposable aussi. Sortez-moi le texte de loi, seule la loi. Ça n'empêche pas qu'il y ait de mauvaise loi. Mais au moins, déjà, le fonctionnaire ne sait pas ça. Il te sort des trucs, le code de l'éducation, le code de ceci, le code de cela, et ce n'est pas la loi. Le code pénal a une rigueur que n'a pas le code de l'éducation. Il des trucs totalement aberrants et en contradiction avec la loi. Par exemple, j'ai déjà dit, mais l'un des plus célèbres, c'est le code de l'éducation, c'est le pilier de la scolarité obligatoire, qui n'existe pas, ni en France, ni ailleurs. Il n'y a pas de scolarité obligatoire, il y a une instruction. Ce n'est pas pareil. Et les fonctionnaires pensent que l'école est obligatoire. Et ils t'envoient des gens, ils te signalent des gens par pelleté au procureur. Les gens, ils se retrouvent devant le juge. Le juge dit madame, si vous refusez de mettre votre enfant à l'école, vous allez avoir des soucis. Je colle une enquête sur vous, puis on va voir comment ça se passe. Et puis éventuellement, je prononcerai que l'enfant retourne à l'école. Mépris total de la loi. Donc on a le droit en France. On a le droit en France d'avoir. On a le droit, mais à la maison. Tu vous rends compte?
donne des cours d'éducation nationale. Ah bon? Non, non, c'est pas une éducation nationale, il n'y a pas de cours obligatoire. On va repasser Les par cours le marché obligatoires, les programmes central. obligatoires, c'est la dictature. Je ne sais pas encore comment ça se passe, mais Kim Jong-il est né en quelle année? Ça te oblige de le savoir. En France, ça n'existe pas. Par définition, dans un état de droit, tu n'imposes pas le programme. C'est-à-dire que tu ne dis pas aux enfants de classe de CM2 quels sont tous les sommets d'Europe. Pas obligé. Peut-être que l'enfant le saura, peut-être que tu possèdes si tu le veux. Si tu charges responsable de l'enseignement, peut-être choisir. Mais il n'y a pas de programme obligatoire. C'est il n'y a pas de livre obligatoire. Bien sûr. Il y a des tas de gens qui se retrouvent au tribunal parce que ce sont leurs enfants ne pas. Alors qu'il y a des enfants qui vont au bac à l'âge de 15 ans, ou 13 ans, ou 12 ans. Il n'y a pas légalement de niveau. Or, il y a des gens qui sont au tribunal et qui prennent cher. Moi, j'interviens et je dis, voilà, vous montrez au juge tel texte. Effectivement, le juge, regardez, oui, bah, et on voit qu'ils ne sont pas formés, c'est ce que je te dis. Ils ne sont pas formés. Donc, c'est pour ça que tu as tant de cas désastreux en sortant de la justice française, de gens qui se disent aussi, les juges, ça n'existe plus. La réforme a fait que depuis un certain nombre d'années, en première instance, tu as des JAF, des juges pour enfants, c'est de la conciliation, pas des vrais juges, pas de formation. Et les gens croient que c'est des vrais juges. Ils ne savent pas. Les gens sont obligés. Alors souvent, l'avocat, malheureusement, se range du côté du parquet, parce que sa carrière dépend du parquet, du bâtonnier. Tu sais bien comment ça s'est foutu. L'avocat, il ne peut plus exercer comme il devrait, il ne défend plus son client. Il veut se couvrir vis-à-vis du parquet. Donc, il conseille mal son client. C'est terrible, si tu veux. C'est tout le système qui se tourne autour de l'individu, ce qui fait que l'individu est broyé. Il n'a aucun droit. Surtout s'il n'a pas de copinage, tribunal, c'est ce que c'est. Donc, absence de droit, brimade, humiliation, réaction complète. Alors, j'ai une question de Giovanni qui me dit qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que tu as cet arrêt face au mandat international? On va renverser le pouvoir en France. Voilà, j'ai le plaisir de vous dire que ce pouvoir profondément désastreux, détruit, notre travail, licencié en masse, qui vous empoisonne, qui vous met à la rue, qui persécute, ce pouvoir va tomber et on a besoin de vous pour ça. C'est ça la réponse. Maintenant, c'est ça. On va renverser ce pouvoir et enfin entrer dans cette nouvelle ère où il y aura un vrai respect des individus, où l'individu sera maître des choses, maître chez lui. Et il y aura une véritable prospérité sociale juste et équilibrée, avec des moyens bien répartis et de force considérable pour protéger la population des activités des choses qui sont autour. Le lot commun arrive. Ce temps arrive. De toute façon, vous le savez. Je pense que tu le sais toi-même, Mike. Tu le sais très bien qu'on va changer. Comme on le sent, on est en train de changer. On va se maintenir une sécurité. Il arrive maintenant, ça va commencer en France. Ça n'a pas marché aux États-Unis, ça va commencer en France. Et c'est ce que j'ai fait dire à Trump. Je lui ai dit, vous devriez vous intéresser à ce qu'on fait parce que c'est ici que ça va se passer. Et je lui ai dit à Poutine aussi. Alors, tu sais, ils sont là, ils écoutent. Ils ne sont pas aux abonnés absolument. Tu verras, tu verras. Tu regarderas où aujourd'hui il y a la population, la foi. Là, tu trouves vous êtes très très particulier. En France aussi, il y a beaucoup de gens qui Mais est-ce que là tu crains pour ta personne là, actuellement parce que là tu passes ce mandat? Est-ce que le gouvernement peut venir? Est-ce que par exemple l'ambassade peut t'envoyer des gens? Non, les ambassades de France n'ont aucun pouvoir sur le pays dans lequel ils sont situés. Aucun. D'ailleurs, la plupart des ambassades de France n'ont même pas, ne jouissent même pas du statut d'extraterritorialité. Donc, en fait, ils sont tolérés, suffisent de tolérer pour écouter la France, pas forcément l'extraterritorialité. Et les pays libres, quand ils voient ça, mais ils le disent, mais c'est un problème en France. Ça ne va pas à la tête. Donc t'inquiète pas, moi je me sens tout à fait, c'est pas, je veux pas trop la ramener parce que je répète, il y a des gens qui sont présents. Mais à titre personnel, je sais que cette démarche n'aboutira pas. La justice française, elle s'arrête aux frontières. Vous avez un problème avec la justice, passez la frontière. Dans le cas de choses relativement légères, bien sûr. Si c'est du grand banditisme, si c'est du pénal, si c'est des choses graves,
braquage de banque, etc., ça ne suit pas Interpol. Mais si vous n'êtes pas dans un de ces cas graves, vous passez la frontière, la justice ne peut rien contre vous. Rien. La justice française, c'est la justice qui s'exerce en France, pas ailleurs. Peut-être on compte de gens, mais si vous êtes persécuté, qu'on vous menace de vous enlever votre enfant, eh ben vous partez, oui, bien sûr, et je vous donne des trucs pour ça. Je le fais gratuitement. Et un journaliste qui a dit que je le faisais payer, je fais Tu une ne prestation. prends pas d'argent. Tu ne prends pas d'argent vis-à-vis des gens qui te contactent. Tu n'as pas de... Mais non, bien sûr que non, évidemment. Je ne prends pas d'argent vis-à-vis des gens qui me contactent. Les gens qui veulent partir, je leur donne quelques conseils en substance. S'ils veulent que je leur explique par le menu de ce qu'il convient de faire, je regarde un certain nombre de choses. Il faut emmener des affaires, il faut changer de téléphone, il faut venir sur place, il faut trouver du travail. Bon, je leur montre comment faire et comment partir en toute sécurité, en toute tranquillité, trouver du travail tout de suite, se déplacer pas cher, etc. Transporter des affaires, comment transporter des affaires pas chères. Tout ça, je le montre, c'est notre service. Les gens me demandent 2 heures, je leur demande participation. Mais qui est très variable parce que les gens sont difficilement payés, parce que les gens qui sont en difficulté, qui ont besoin de partir, un peu, j'ai besoin de partir parce qu'ils ont un problème, je le fais gratuitement. Mais voilà, et si vous êtes dans cette situation, sachez que le passage de la frontière vous libère de toute obligation. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, toute leur singerie, toutes leurs menaces, elles s'épuisent à la frontière. Terminé, vous faites 1 mètre, vous passez la frontière, eh bien, ils vont dans le baba. Terminé. Ce qui est dingue, c'est que ton nom soit sorti comme ça. Comment enfin, je veux dire... Et c'est parce que j'ai annoncé que nous allions renverser le gouvernement. C'est pour dissuader les gens de participer. Parce qu'ils le savent. Ça fait longtemps qu'ils le savent. Je peux te dire que depuis bien longtemps, pratiquement 3 jours après que j'ai fait la première vidéo, déjà j'ai eu des échos et des menaces. Et pas des menaces de gens sur Internet. Hein. On parle de choses à très très haut niveau. Hein. Il y a eu des choses qui se sont... Ça s'est calmé parce que dans l'État, il y a des gens qui me soutiennent férocement et qui ne laissent pas passer. Donc leur histoire, là, tu vas voir, elle va passer la main. De toute façon, je te le répète, les pays libres, ils voient ça, ils se disent mais là, tu vois quand même, les médias t'ont sali quand même. Mais c'est leur boulot, mais tant mieux, tant mieux. Heureusement, parce que si ces médias me faisaient la pub, les gens me diraient ah, vous voyez, vous êtes du côté du système, ça commencerait sur Internet. Mais justement, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent oui, mais Rémi Daillet, Widman, c'est l'opposition contrôlée? Parce que ça, je l'entends. La preuve que non, maintenant. On n'a jamais vu un mec de l'opposition contrôlée, surtout avec un mandat d'arrêt international. La preuve que non, c'est tout, c'est terminé. La réponse est déjà toute faite. Et tu sais, c'est pas tellement ça, en fait, pour moi, la dimension la plus intéressante de cette affaire. Parce que je pense qu'il faut pas passer à autre chose. Je crois qu'il faut travailler surtout sur la libération de nos hommes, et puis ensuite la reprise du pouvoir. Mais pour terminer avec cette affaire, ce qui est vachement intéressant, c'est que j'ai écouté 3 personnes là, qui ont commenté, et en fait les gens sont formatés, et ils ont une... Bon, ça a l'air bateau de dire ça, mais réfléchissons une seconde. Les gens ils disent oh, c'est très grave, vous voyez, il ne faut pas suivre ce genre de personne, parce que vous avez vu, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est épouvantable ce qui peut arriver. En fait, ils sont dans un mode de processus soviétique, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils marchent dans la combine de la dramatisation, qui est totalement orchestrée par la presse, et ils se jugent. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Les gens restituent un enfant pénalement, il n'y a rien. Ils essayent de transformer en enlèvement. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Ou alors ils disent, nous sommes la dictature, coucou. Et on fait des jugements faux, et on embassine des gens à tort. On ne leur donne même pas la possibilité d'accéder à leur avocat, je n'ai pas vu. Et puis on les gardera, il y aura pas de, on ne lâchera pas le temps de faire des heures pensées, on va les garder au frais. C'est pour la dictature. Ce qui nous amène au chapitre suivant. Vous constatez, avec cela et bien d'autres choses, que vous êtes en pleine dictature, sanitaire, on est, et tout le reste, enfin je veux dire, ça fait 40 ans que ça dure, eh bien c'est un signal puissant donné à la population qui est maintenant il faut vous libérer et vous en avez les moyens maintenant. Ça y est, la République est en train actuellement de se faire harakiri, elle se plante un peu dedans. La République est en train de mourir. Alors, on dit que tu es un bourreau, je vais donner la définition du bourreau. Alors en France, des associations anti-sectes telles que l'UNADFI définissent le bourreau comme un leader totalitaire, incontesté, incontestable, seul détenteur d'une connaissance supérieure, une vérité suprême, ou investi d'une mission divine. Ça c'est pas mal. Honnêtement, ce n'est pas tout ça.
en fait, totalitaire. Mais il y avait une ancienne définition littéraire, en Inde, c'était le maître à penser, le chef de la secte, qui n'était pas un mot non plus négatif, c'est en Occident négatif que des sectes que nous avons. Mais non, je suis rien de tout ça, je n'ai pas de pouvoir sur les gens, je ne les implore. Tu reprends toute la définition, tout est faux. Enfin, que ça, non. Voilà. Donc, nous ne voulons pas d'argent, sachant que dans les sectes, ce qu'on demande, c'est l'argent, surtout. C'est souvent de l'argent. La manipulation mentale, abus sexuels, etc. Là, on parle de quoi là? On parle de quel secte là? L'argent. On prend de l'argent où? En maçonnerie, on prend de l'argent. Les abus de position, abus de domination, forclusion, népotisme, arrangement entre copains, maçonnerie. Je dis pas que tous les maçons sont l'argent, puis je dis pas que toutes les branches non plus soient absolument identiques. Mais enfin, tu parles de gourou, regarde dans les degrés supérieurs. On a un gourou à la tête de la France, c'est Attali. Si les gens n'obéissent pas, t'as vu comment il a attrapé la main de Macron, hein, qui voulait résister, mais si tu n'obéis pas, tu auras des petits soucis. Là, tu as des vrais gourous. C'est bien qu'ils en parlent, c'est très bien. Ils disent là, en fait, si tu veux, en plus en parlant de ça, c'est qu'ils vivent avec ces modèles dans la tête. Et s'ils ont ces modèles dans la tête, c'est qu'ils savent qu'il faut dans un système. Mais il y a une volonté de discrédit, en fait. Oui, bien sûr, et puis de faire des discréditer, bien sûr, d'étouffer, de terroriser les gens et les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Hier, je discutais avec une télé, là, donc un petit jeune qui m'interviewe comme ça, et puis derrière, on entendait la voix du rédac chef. Il a regardé, et puis à la fin, il me dit, il avoue, il me dit, rédac chef, encore une question, j'entends la question. Question de police, si tu veux. Ils sont pas là pour écouter ce que j'ai à dire, ils sont là pour faire marcher leur scénario tel qu'on leur a demandé de le faire. Ils t'ont interrogé avant tout sur quoi c'était. Toujours les mêmes questions, ma participation précise, les de financement, des trucs qui sont des questions de police, quoi. Mais surtout pas quel est le problème en France. Surtout pas. On ne parle pas de ces affaires-là. D'ailleurs, ça n'existe pas. Le gars de BFM, je crois, me dit non, mais il n'y a pas de raison en France, il n'y a pas de raison. Non, il y a de la pédophilie dans les familles, mais sinon, non, il n'y a pas de raison. Et je suis journaliste et je sais que sur les réseaux, mais je pense que nombre de journalistes, certains journalistes, doivent peut-être y faire partie. Évidemment, les réseaux pédophiles sont extrêmement étendus, on le sait, on a eu des ministres, on en a qui s'en sont vantés sur les plateaux de télévision, de faire partir de réseau, de partir au Maroc, de partir en Thaïlande, de partir partout. Il y en a une qui est en train de confesser qu'elle faisait venir des petits Mexicains parce que c'est plus facile que les petits blancs américains, hein. Il y a quand même des procès actuellement aux États-Unis, etc. C'est pas... L'affaire Epstein n'est pas loin et c'est pas fini. Et le Pizzagate, ce journaliste qui disait Pizzagate, finalement il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu dans le Pizzagate. Le négationnisme est une norme absolue dans la presse en France. C'est pour ça qu'elle en est à ce niveau. Personne ne la lit, et c'est très bien, il faut plus la lire d'ailleurs. Parce qu'elle raconte n'importe quoi et elle est dans des hallucinations et des dogmes, ce qu'on appelle la doxa, qui l'empêche de voir la vérité. Et un journaliste qui commence à creuser, il est fini. On voit bien avec Lise Lucet, c'est ça, qui a des ennuis régulièrement parce qu'elle va faire un peu d'investigation. C'est très clair, hein, bien sûr. Il n'y a pas à discuter. Vous allez prendre des glyphosates sur la figure, vous prendrez de la vaccination obligatoire, l'État achète des lots complets par millions d'euros, je veux dire. Et puis on s'aperçoit le soir même que finalement l'Allemagne et les États-Unis ont prohibé, et donc on s'est fait filer encore un lot payé par les Français de produits qui ne sont certainement pas recommandables. Et puis voilà, et puis tu sais bien, on ne parle pas de vaccins d'ailleurs, on parle de produits qui ne sont pas des vaccins, qui sont des choses. Bref, bon, tu sais, on n'en sait rien, mais bon, moi je vais te demander comment ça se passe au niveau du sanitaire, là où tu vis actuellement. Est-ce qu'ils ont commencé à ouvrir, comment ça se passe? Dans les pays libres, on vit beaucoup plus libre. Donc t'es beaucoup moins enquiquiné, on va pas te... C'est simple, tu vis comme tu veux, tu te promènes comme tu veux, pendant ton temps, et te demande un passage, tu te demandes ce que tu remets, puis un peu plus loin si tu veux plus, c'est pas très grave. Enfin, il n'y a pas cette espèce de terreur, de condamnation, ces amendes, qu'on colle partout, cette surveillance.
c'est chez vous que ça se passe en Occident, les amis. C'est chez vous qu'il y a tout ça. En Chine, il y a quelques villes en effet, mais la Chine c'est grand. C'est-à-dire que vous faites 15 km en sortant de Shanghai, parce que Shanghai c'est une ville. Enfin, vous allez 15 km dans la campagne, il y a plus de surveillance, et les gens n'ont plus de masque, etc. Enfin, voilà, donc ça risque d'arriver effectivement, parce que ce modèle-là est en train de s'installer, l'intelligence artificielle est extrêmement dangereuse. Mais le pire est actuellement, Alors j'ai des gens qui me demandent est-ce que tu contacteras par exemple la police française pour des explications ou tu n'auras rien à dire. et je n'ai rien à leur dire, qu'ils fassent leur travail. Ils savent tout ce qu'il y a à savoir d'ailleurs. Ils ont juste à faire leur travail et j'espère qu'ils le font bien, mais de toute façon ils sont entre les mains d'un système qui est un système illégitime. Donc il n'y a pas à discuter à mon avis avec ce système. Ce système, je te dis, dans quelques temps, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de président, c'est fini. Beaucoup auront été arrêtés. Et ça prendra peut-être un peu de temps. Hein. Je ne vais pas te dire, voilà, j'ai l'air de dire demain, non. Les gens ont cru que j'annonçais un renversement en 3 jours. Non. Non, ça prend du temps. Mais il va y avoir d'abord une période qui, je l'espère, ne durera pas trop, qui sera une période de renversement politique avant d'en arriver à un renversement physique qui certainement arrivera aussi. Mais c'est d'abord politique et politiquement on va changer de postulat complètement. On va changer de régime. Et quand tu dis ça, c'est-à-dire que ce serait peut-être pour les présidentielles. Non. On ne parle pas de présidentielle, il n'y en aura pas. C'est ce qu'a dit Philippe de Villiers. Philippe de Villiers a dit, il a dit quelque chose de très intéressant. Il n'y aura pas d'élection présidentielle. Il va aller chercher assez loin, il va probablement se passer quelque chose d'ici là. Je crois que beaucoup de gens bien informés, comme je le suis, savent que je ne raconte pas d'histoire en l'occurrence. Est-ce qu'il peut y avoir un effondrement du système, du fait peut-être de la dette ou de la blanchiment qui va Oui, bien sûr, bien sûr. totalement déréguler? Exactement, c'est pas un février. C'est pas un coup de baguette magique, c'est pas moi qui tout seul qui fait tout le reste. C'est déjà que tout le système est en très précaire. Enfin, si tu veux, oui, je vais d'une certaine manière pousser les équilibres les autres, mais c'est parce que tous les autres sont dans un état d'équilibre précaire qu'effectivement plus rien ne va. Tu ne rencontres pas un Français aujourd'hui qui dit moi je suis très content de la situation, à part un journaliste de BFM ou de TF1. Mais sérieusement, tu sors des personnes qui disent les choses sont bien. C'est pas vrai. Que des séides du système. Tout est à rouge, tout. La justice, la santé, l'éducation, le travail, l'économie, la sécurité, les arts. Où en est la France? C'est une sous-boutique de l'OTAN mais il y a quand même de bonnes nouvelles. Hein. C'est quoi aujourd'hui? C'est pas du tout la France qu'on a eue. Les gens qui croient encore en un pays digne de ce nom, un état de droit, il faut aller loin. Quoi. Tu prends l'avion, tu vas loin, tu vas dans le Vietnam, les gens qui sont à France, c'était pas mal. Mais les gens qui vivent en France, en tout cas, au Maghreb, en Europe, aux États-Unis, ça se c'est la France aujourd'hui, mais c'est pas un endroit très recommandable. On n'y va pas ni pour investir ni pour y vivre. Les réfugiés politiques ils quittent la France. Ils se réfugient hors de la France. Tu imagines? Pour moi, la France est l'un des 4 pires pays. Tu peux aller en Iran aujourd'hui. En Iran, tu jouis plus de liberté qu'en France. En Iran, attention, je suis sérieux. Je vais en Iran. Les gens sont détendus, ils ne sont pas agressifs du tout, ils ne me quittent pas la gorge. Je peux parler avec les gens, je peux dire beaucoup de choses. Et alors peut-être que j'irai dans certains quartiers, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas en train d'idéaliser, peut-être qu'il faut faire attention, mais par rapport à la France, je me sens mieux. Oui, mais ça fait combien de temps que tu ne vis plus en France? Est-ce que c'est parce que tu as des retours? Je reviens en France et j'ai des amis qui reviennent régulièrement aussi. Et on est tous d'accord, tous les gens qui ont vécu ailleurs, ils disent que c'est pas la France, jamais. Mais ils ne retournent pas. Les gens qui ont envie de retourner en France, c'est des gens qui sont expatriés de force et qui ont quitté une belle situation en France et qui ont envie de rentrer. Mais demande aux gens qui voyagent et qui vont dire que
bref, n'est pas... Si, dans une France restaurée, oui, pays merveilleux, magnifique, magnifique. Quand on sera débarrassé de toute cette canaille, de ces lois, de ces impôts, etc. Mais tel que c'est pas un endroit où tu as envie d'aller. Enfin, tu sais, tu as dû le remarquer, très souvent, le système essaie d'imposer des idées, mais il y a quand même une masse sur laquelle on ne peut pas prendre. C'est-à-dire que le système ne peut pas dire la France est quand même le pays le plus heureux du monde. Ils ne peuvent pas le dire comme ça. S'ils ne le disent pas, c'est quand même un aveu en soi. Et par tous ces oublis, tous ces discours qui ne tiennent pas, tu as ce que tu as sous les yeux. Ils te disent, ils essaient de se défendre en disant oui, mais quand même, il y a des choses qui vont bien, oui, mais il y a ceci, cela. En fait, ils sont sur la défensive. Et honnêtement, plus personne ne peut défendre le système tel qu'il est. Ni en France d'ailleurs, ni ailleurs en Occident. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui te contactent pour essayer de fuir le pays? Bien sûr, bien sûr. Et tu te rends compte que tu t'entends poser ta question pour essayer de fuir le pays. Tu te rends compte? C'est dingue. Hein. On essayait de fuir la France, de passer la ligne de démarcation en 42, 43, 44. Et là, tu me dis, est-ce qu'il y a des gens qui essaient de fuir? Il y a des gens qui essaient de fuir le pays. Si je veux tout dire. Et c'est quoi le On devrait pouvoir circuler, déjà c'est la loi, hein, circulation des biens et des personnes. On doit pouvoir circuler tout à fait normalement, c'est la loi. Eh ben non, tu resteras là, tu ne bougeras pas. Ils ont même réfléchi, il y a 2 ans, il y en a un qui en a parlé, à mettre une taxe à la sortie du territoire. Ils ont annoncé parce que ça violette là encore beaucoup trop de choses. Mais ils ont ce problème psychologique. Donc le profil des gens qui veulent partir, c'est des gens qui sont la plupart du temps des gens qui n'ont pas les moyens de rester en France, qui sont persécutés. Et puis, plus rarement, les gens ne nous contactent pas beaucoup quand ils ont l'idée de partir par eux-mêmes et que les choses vont plutôt bien. Ils savent qu'ils peuvent se développer aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Chine, à Dubaï, je ne sais pas, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, créer un ranch en Amérique du Sud ou ailleurs, vivre en Floride, je ne sais pas. Les gens qui ont un plan comme ça, quelque chose de bien, ils ne viennent pas me voir parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas en situation de détresse. Donc c'est très rare que j'ai des gens à partir qui ont des moyens. C'est plutôt des gens qui ont des gros problèmes. Et est-ce que ces gens seraient prêts à revenir s'il y avait un autre type d'État? Ça c'est sûr, ça c'est sûr. D'ailleurs c'est intéressant parce que ça a été assez vertueux d'une certaine manière. C'est l'avers de la médaille, c'est que malgré tout, une certaine pensée française s'est diffusée au cours de ces années, ces 20 dernières années. Les Français n'étaient pas assez présents dans un certain nombre d'organisations internationales par exemple. Et du fait qu'ils ont fui la France, comme les Irlandais ont fui l'Irlande au XIXe siècle, et le Japon, eh bien ça a diffusé une certaine pensée française, qui vaut ce qu'elle vaut, mais le français, c'est pas quelqu'un de totalement idiot, qui a un certain sens pratique, un certain bon sens, un certain équilibre dans les relations humaines, il n'est pas tout fric, il n'est pas fataliste, il a des idées, il a envie de développer des choses, enfin il est pas mal, c'est un personnage intéressant, je sais pas, j'aime beaucoup le français. Le vrai bon français, c'est quelqu'un qui est intéressant, il est à mi-chemin entre l'Allemagne et l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, il a un petit peu toutes ces identités-là. Et puis il a des spécificités très particulières, c'est un personnage très attachant. Mais oui, il va revenir en masse certainement, beaucoup de gens vont revenir, certainement. Et les choses, effectivement, il y aura beaucoup de choses à reprendre. Quand je vois tous ces châteaux abandonnés, il y a des groupes là, dédiés à ça sur les réseaux sociaux, sur les châteaux abandonnés, c'est consternant de voir toutes ces maisons à l'abandon. Il y a encore parfois on trouve encore des assiettes sur les tables, les gens sont partis, ils ne sont jamais revenus, tu vois. C'est terrible, c'est à l'image de ce pays, c'est un désastre, bien pire que la Seconde Guerre mondiale. Bien pire, parce que la Seconde Guerre mondiale, elle a laissé l'éducation en place, la santé, les ingénieurs étaient toujours là, ils ont pu faire le travail, il y a eu une destruction physique des villes, principalement à cause des bombardements américains, même 6000 villes rasées. Mais, et puis des gens, des victimes. Mais en dehors de ça, la justice était ce qu'elle était, mais enfin, elle fonctionnait, elle était quand même plus sécurisée qu'aujourd'hui. Enfin voilà, tu vois, le pays fonctionnait, a pu redémarrer d'ailleurs. Aujourd'hui, le drame est bien plus grave. C'est jusqu'à l'éducation, le comportement des gens, là, ce que les gens portent dans le cœur, c'est plus pareil. Il y a eu des dégâts considérables, il y a un coup de couteau. C'est-à-dire qu'il y a une envie de l'État, en fait, de contrôler, de l'éducation, de l'instruction,
de comment on doit s'habiller, on doit porter, Oui. tu vois, Alors, regarde, voilà, c'est ça. Regarde tous ces médecins qui très bons naturopathes. Aujourd'hui, si tu veux te faire soigner, tu vas avoir un très bon naturopathe. Tous ces gens, ils ont des tas de problèmes. Combien de gens sont partis quitter la France parce qu'ils ont été atteints par le désordre des médecins, avec une organisation à dissoudre d'urgence. Mais dans tous les métiers, tu as ce problème. Dans tous les métiers. Les organes régulateurs centraux, là, c'est un panier de crabes. J'ai un policier qui m'écrivait hier en me disant on a encore des bons policiers, mais dès que ça monte un peu, là, il va falloir que vous écrémiez, parce que si vous saviez ce qu'on a à la tête de nos brigades et de nos régions, là, plus vous montez, plus c'est pourri. Les policiers qui ont 30 ans d'exercice, qu'est-ce que tu as pensé de la dernière phrase de M. Macron, qui a expliqué qu'il fallait déconstruire l'histoire de France? Parce que c'est dans la logique de tout ce qui s'est dit. Ces gens-là, ils sont là pour détruire la civilisation française. Ils n'en veulent pas. Ils veulent la submersion, subversion. Ils veulent subvertir cette civilisation qui protégeait les droits des gens, quoi qu'on dise. Encore aujourd'hui, il y a encore un peu des relents de ça. On n'est pas encore en train de vous tirer à vue. Mais quand ils auront supprimé toutes les dispositions qui les protègent, quand ils auront déconstruit l'intégralité des valeurs, qui est cet ensemble patrimonial de civilisation dont nous héritons, avec des valeurs chrétiennes, avec des valeurs spirituelles, philosophiques, avec beaucoup de choses, nourries comme étant le vase du monde entier. Toutes les communautés du monde se trouvent en France. On se trouve des Cambodgiens, des Vietnamiens, il y a eu des apports considérables en France, non? Des gens d'Amérique du Sud, j'ai connu des Chiliens à une époque qui avaient fui le régime de Pinochet. Bon, c'est extrêmement intéressant. Eh bien, qu'est-ce que je disais? C'est ça qu'ils veulent détruire. Ils veulent détruire en fait ce qui fait l'individu. Ils vont en faire d'abord un consommateur soumis au paysan, et ensuite on en fera un chien. C'est pour ça que tu as toutes ces grandes lois sociétales qui veulent réduire l'individu au néant. Il va se charcuter lui-même, il va se suicider, il va se détruire, il va se scarifier, il va se... tout ce que tu vois dans les écoles, cette désespérance, cette destruction de tout ça, c'est bon. Là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu veux revenir à la France d'antan contre les idées progressistes qu'on veut mettre en place. Il faut abolir en fait l'aigle des lumières artificielles, c'est-à-dire ce que Diderot, Rousseau, Voltaire et autres nous ont laissé, et leurs postulats, qui parfois étaient sincères, étaient faux. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Je t'assure, c'est une que je peux proposer. On s'est trompé en fait vers 1550, 1600, et puis un peu plus tard, bien sûr, 18e, ça a été l'efflorescence des ouvrages soi-disant philosophiques, et absolument rien de philosophique dans ce qu'écrivait les philosophes. On appelait ça les philosophes. C'était de la subversion, c'était de la désacralisation, parce qu'on sait que quand un individu est sacré, on n'y touche pas. Dès lors qu'il est plus sacré, on peut y toucher. Jadis, tu sais, si tu veux savoir ce que c'était que la France autrefois, va en Asie du Sud-Est, dans les communautés un peu et tu verras le respect qu'il peut y avoir pour les gens. Jamais un policier se permettrait d'insulter, de tutoyer un individu. En France, tu te fais arrêter et tu tutoies les flics. C'est vrai. Incroyable, mais incroyable. Quelque chose qu'un policier de 1850 ne se serait jamais permis de faire. Est-ce que j'ai De même qu'un peu. à Bruno Attal, qui est membre d'un syndicat policier, l'interview passera ce soir. Je lui dis voilà, je ne comprends pas. Comment se fait-il que les policiers tutoient les gens? C'est pas normal. Déjà, ça leur fait perdre le peu d'autorité qu'il leur reste. C'est absolument scandaleux. Non, mais tout est à fond. Tu sais, t'as des flics qui sont. Tu sais que t'as des flics qui sont payés au black. Tu sais que l'État est incapable de dire combien il a d'instituteurs ou de personnel d'éducation nationale. Tu sais qu'on est incapable de dire combien les syndicats gagnent. On sait rien, mais tout est totalement opaque. Il y a des policiers qui n'ont pratiquement pas de formation, ils sont engagés à un minimum. Tu regarderas sur internet comment devenir prof de maths en 10 minutes. C'est la déliquescence totale. Il y a des gars qui n'ont jamais fait de maths. Ils se font embaucher, un journaliste qui a fait ça, ils se font embaucher en 10 minutes. S'il est capable d'une question sur le prof de maths qui l'interroge pour lui faire passer son simili-examen, se trouve prof, il est plus compétent. C'est ce que je trouve c'est un énorme problème, c'est que l'État n'a plus de cadre compétent. L'État, en particulier les socialistes, ont eu ce talent immense d'embaucher à tour de bras, parce que ça faisait effectif, ça faisait
les lecteurs, si tu veux. Donc on a fait des contrats dans tous les sens. Tu te souviens, les contrats jeunes, les machins, les dans tous les sens. Il y a des gens sur le quai des métros qui étaient là, tu leur posais une question, ils étaient au courant de rien, ils savaient absolument rien, les pauvres, c'est des métiers pas du tout valorisants. Mais on embauchait à tour de bras comme ça, dans non pas la fonction publique forcément, mais dans des situations para-étatiques, c'était plus ou moins embauchés, mais avec des contrats spéciaux, des plus ou moins éjectables. Et puis il y a eu des vrais fonctionnaires qui ont embauché aussi beaucoup. Une armée gigantesque. Tu sais que l'éducation nationale, c'est la deuxième armée du monde après l'armée rouge chinoise. Je sais pas si tu imagines le truc, on est en France, quoi. C'est un tout petit pays. Tu sais que le rail japonais embauche 10 fois moins de personnes et a 10 fois plus de passagers, donc un delta de 100. Quand tu auras 10 millions en France, tu auras divisé par 100 d'effectifs. Tu verras, ça ira beaucoup. Tu prendras des gens que tu payeras très bien. Moi, je dis aux policiers, moi, je vous paierai le double. Et vous quittez votre employeur actuel ou vous tournez de notre côté secrètement. Mais en tout cas, soyez sûrs qu'on va écrémer sérieusement. Parce que quand je vois 30 000 flics pour protéger des sommets, comme à Deauville, je le cite tout le temps parce que ça m'a marqué, 30 000 flics pour le sommet de Deauville. Mais attends, on est où? Il n'y avait pas 5 000 policiers dans toute la France il n'y a pas encore si longtemps. C'est sureffectif. On embauche à tour de bras. Et tous ces flics, ils servent à quoi? Ils peuvent s'occuper de la foule. Ils sont suffisamment nombreux. Donc voilà. Et puis ça fait une masse aussi terrorisée qui obéit parce qu'ils ont des factures à payer. C'est ce qu'ils disent, les policiers. Nous, on a des factures à payer. Si vous pouvez nous salariés nous payer. Parfois, ils me demandent des sous. Moi, je donne des sous à des policiers qui crèvent la dalle. Hein. Des gens qui sont en situation très très difficile et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils ont rien honte, leurs collègues se foutent de leur gueule. Donc, situation effroyable. On a beaucoup de fonctionnaires très mal payés, pas formés, certains sont totalement en dehors de leur place, on ne devrait jamais y être. Certains devraient être en prison. Et on croit que ça va tenir. Ça ne peut pas tenir. La fonction publique est très précarisée. Oui. Toute la fonction publique est très précarisée. Les infirmières, elles sont à 5 € de l'heure. Mais enfin, le problème, il est gigantesque en France. Gigantesque. Tu as des retraités à 300 €, 150 €. Alors qu'il y a des gens qui pleurnichent parce qu'ils ont que 3 300 € par mois dans la fonction publique. Et comment fait du coup l'État pour sortir les 500 milliards comme ça, là, sur cette crise sanitaire et justement ne pas avoir 1 ou 2 milliards pour payer ses employés? Exactement. Et comment se fait-il qu'il y ait des gens qui meurent par centaines dans les rues en France, au XXIe siècle? Ah, dis donc, on était jeunes, on regardait Cosmos 99, tu te souviens? Ah, ça y est, ça va être fantastique. Ben, voilà notre futur. Si on avait su que notre futur ce serait ça, ce désastre social, alors qu'on nous promettait monts et merveilles depuis 200 ans, c'est là qu'on voit qu'en fait c'est l'aboutissement, si tu veux, des postulats faux depuis 200 ans. Depuis 200 ans, on s'est trompé. Et je vous l'expliquerai le moment venu, je vous expliquerai pourquoi on s'est trompé. En quoi on s'est trompé. Et beaucoup de gens, parmi même des grandes figures de l'histoire, n'ont pas réalisé l'erreur. Je pense à Garibaldi, qui est un personnage qui m'est cher, aventurier extraordinaire, il faut lire sa vie, c'est un gars qui a été rappelé aux affaires 11 ou 12 fois, tu vois, il est rentré, il en avait marre, on l'a rappelé, il a fait des batailles, il a fait exploser 2 bateaux, il a été 3 fois député en France, étant italien, à 3 endroits différents au même moment, incroyable, sans même se présenter, il avait une popularité absolument extraordinaire. Et bien Garibaldi comme les autres se sont trompés sur quelques points cruciaux, ce sont ces adversaires qui avaient raison, et ainsi de suite. Il faudra regarder l'histoire, mais on s'est trompé. On s'est trompé. Marx s'est trompé. Payé d'ailleurs par des gens plus fréquentables, mais beaucoup de grands esprits qui ont été les piliers référents de notre société se sont trompés. Voilà. Et parfois de manière presque simple. Ils ont omis des choses extrêmement importantes qui permettront à l'avenir d'avoir une véritable société humaine, digne de ce nom. Et en fait, si tu veux, on était davantage proches, et on l'est davantage dans les sociétés relativement simples. On était plus proche de la perfection dans les sociétés féodales, parce qu'il n'y avait pas tout ce legs qui a construit et enfermé ces postulats qui sont faits, qui ont été brillants, qui ont ébloui l'humanité, qui ont ridiculisé les générations précédentes. Tu vois ça tout de suite avec l'agriculteur. L'agriculteur en 1950, il
oublier juste que cette technologie, en allant creuser très fort, aussi, et que ce vieux cultivateur qui avait peut-être un accent qui parlait mal français, qui était peut-être pas très bien alphabétisé, ben c'était le paysan qui a fait la France depuis 2000 ans. Et c'était ça qui était vrai et juste, et vers quoi il fallait retourner, et non pas ces erreurs qui reposent sur des postulats tels que le modernisme, le matérialisme. Mais il y en a d'autres encore plus importants. J'ai un bébé qui pleure, je te demande juste une seconde, je vais aller le récupérer. Ne vous inquiétez pas, voilà, il revient. Voilà. Ça va, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ça va. Donc voilà, ce sont des sujets très intéressants, mais on arrive au bout, tu vois, on arrive au bout de cette logique. Et le désastre est là, donc il n'y a pas besoin de... On n'est plus dans la situation de 1900 où il fallait se battre contre vents et marées. Aujourd'hui, il n'y a plus de vents et marées. Tu vois, je vais te dire un truc, c'est incroyable, mais depuis 2 jours, on peut s'attendre à ce que les gens m'écrivent sur tous les blogs en disant remboursez-moi pour ceux que j'accompagne de manière professionnelle et tout. Et bon, j'en ai eu un qui a écouté un avocat qui lui a raconté des âneries. Surtout n'allez pas le voir, c'est horrible, c'est un complotiste, etc. Et les autres, rien. Et j'ai beaucoup de bons soutiens, beaucoup de soutien. Donc en fait, il y a une vraie évolution et les populations, oui, s'éveillent, il faut bien le constater. Les populations s'éveillent et commencent à savoir autre chose que ce qu'on leur a donné à la télévision. Les gens ne croient plus dans les médias mainstream et sur ce qui s'est dit surtout réellement. Ça c'est évident. Ils sont habitués depuis les avions renifleurs, les gens ils ont été habitués à en avoir des nouvelles bidons. C'est un lieu commun de dire que les gens n'ont pas confiance dans la presse. Parce qu'il y a eu une sorte d'hystérisation de l'information avant-hier sur la personne. Oui, mais ils ont fait une erreur énorme, c'est parce qu'ils m'ont amené justement, et c'était parfait. Parfait. Parce qu'ils m'ont amené justement, je ne le voulais pas, mais tu vois, c'est pour ça que tout ça c'est providentiel, il se passe des choses, c'est absolument extraordinaire. Et ils m'amènent au premier plan, et maintenant les gens ils savent qu'il y a une solution, et ils vont savoir encore mieux, parce que ce que je vais dire là, ça va avoir beaucoup plus d'écho dans la situation précédente. Et tout ça à cause de nos gars qui sont en prison. C'est ça qui va amener. Tu vois, le côté providentiel, ces gens-là sont en prison pour rien. Donc quand on va les sortir, ben, ils sauront que eux, ils ont été le déclencheur du renouveau français. Voilà. Alors, question d'Olivier B. Que pensez-vous de la lettre ouverte adressée au gouvernement par le capitaine Jean-Pierre Fabre Bernadac et signée par de dizaines de généraux et colonels? Je crois que dans le il y a une prise de conscience. Eh bien tant mieux. Je les ai moi-même interpellés. Je ne connais pas cette lettre, ça m'intéresse de la connaître. Je crois qu'il y a maintenant, oui, une prise de conscience de la part des cadres de l'armée et des soldats eux-mêmes, le ras-le-bol général, total. Donc c'est tout à fait logique qu'ils s'y mettent. Bah, j'ai hâte, c'est très bien, très bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle dit cette lettre? Exactement, je ne sais pas, c'est un autre internaute qui nous en parlait, mais j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas vu la lettre. Je sais que tu as, comment dire, voilà, parmi les généraux, les colonels, les grands officiers, voilà, une sorte de volonté de changement. Alors, certains parlent d'un projet un peu comme le tien, tout à fait, l'armée reste un peu, quand même, un peu légitimiste, mais s'il peut y avoir un pas, c'est déjà ça. Alors ça, tu vois, c'est très intéressant. Comment il s'appelle? J'ai mal entendu le nom. Tu m'as dit. Alors attends, c'est passé, parce qu'il y a déjà 50 commentaires qui sont passés. Bon, c'est pas grave. Il me dira cet internaute, c'est gentil de sa part, de nous dire le nom de cet officier, de ce soldat. En gros, pour aller très vite, si tu veux. L'armée, elle est très partagée. J'échange avec elle depuis des mois maintenant. Ma proclamation était notamment destinée à ça, à les faire sortir du bois, qu'ils prennent position. Et donc, c'est long avec les militaires, c'est long. Crois-moi, c'est un grand classique, ça, je dirais, c'est que les grosses armées comme ça, un petit peu soviétisées quand même, il faut bien le dire, elles sont très lentes à démarrer. Donc, beaucoup d'allers-retours d'échanges. En gros, ils ont tendance un petit peu à... Ils regardent un plan, c'est un plan directeur, et puis une fois qu'une zone, ils ont une réponse sur une zone, ils passent à une autre. Donc ils posent une question, puis après ils te posent une autre question, puis ils te posent une autre question. On ne sait pas ce qu'ils ont pensé de ta réponse à chaque question. Donc ils te demandent,
nous sommes plutôt, en principe, nous sommes fidèles à ce que dit le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Alors, vous avez tort, puisque la Constitution de 58 dit blablabla. Vous êtes au service du peuple. Et le saviez-vous? Oui, nous le savons. Cependant, qu'est-ce que c'est que le peuple? Le peuple, n'est-ce pas, c'est une représentation populaire. Après, il passe une autre question, complètement différente. Que faudrait-il faire selon vous? Tu vois, donc en fait, si tu veux, l'armée, dans une certaine sagesse, n'initie pas les choses, parce qu'elle ne peut pas le faire. C'est pas sa mission, c'est pas Voilà le nom. Capitaine Jean-Pierre Fabre Bernadac. Mais merci sur l'écran, Voilà, Jean-Pierre Fabre. Bernadac. D'accord, je vais regarder ça. Le militaire ne peut pas être à l'initiative. Il doit être sollicité soit par les forces légitimes, les forces de représentation nationale légitime, par le président de la République, le Parlement, mais soit par le peuple, qui est in fine souverain, ou in primo si je préfère, parce qu'en fait c'est le peuple qui passe avant. La préséance, c'est le peuple. S'il y a une situation de tyrannie qu'il faut qualifier, ce que nous avons fait, c'est pour ça que nous avons fait un travail très très important de qualifier l'État comme étant une tyrannie. C'est tellement c'est très important. Il n'a plus le droit de prélever de l'impôt. Il y a plein de conséquences. Eh bien, dès lors qu'il y a tyrannie, l'armée est dans l'obligation de répondre à un appel du peuple. Encore faut-il qu'il y ait un appel du peuple. Parce que les gens qui pleurent dans leur chaumière, et qui sont désespérés, c'est pas un appel. C'est pas un appel. Il faut qu'il y ait un ensemble populaire constitué, suffisamment légitime, qui dise nous vous mobilisons, vous, les gendarmes. C'est pour ça que je l'ai fait. Parce qu'en le faisant, j'étais légitime pour le faire, étant, je vais pas faire toute ma pub, mais étant héritier largement de gens qui ont servi l'État, ayant une conscience de ce que c'est qu'un État. Je ne suis pas du tout anti-étatique comme il y a je ne suis pas anti-État, je suis anti-État républicain tel qu'il est aujourd'hui. Conscience donc des gens avec moi et un véritable projet. Il ne s'agit pas simplement de faire tomber les trucs. Savoir pourquoi, plus juste. À ce moment-là, la balle est dans le camp de l'armée, c'est à agir. Donc il faut mûrir et à mettre en œuvre. C'est son travail. Est-ce que ce n'était pas possible? Ils me disent comment faire, je dis bien, c'est à vous de travailler la question. Nous, on a quelques principes de base, mais c'est à vous de travailler, c'est votre métier. Une fois que vous avez accepté le principe, c'est à vous à travailler. Mais du coup, est-ce que ce n'était pas possible, par exemple, du modem, ou alors d'un parti mainstream ou de gouvernement? De quoi donc? Ben, de proposer ce que tu veux faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas possible de l'intérieur ministériel de l'extérieur? Non, tous les gens qui sont dans le système, que ce soit dans les médias, sur les plateaux, enfin les rédactions, dans l'armée, dans les partis politiques, je l'ai déjà dit. Dès lors que tu es repéré comme étant un petit peu opposé au système, tu es éliminé, tu es éjecté. J'ai connu plein de journalistes qui ont été éjectés, j'ai connu des artistes éjectés, j'ai connu des militaires éjectés, des pilotes de chasse éjectés, de très bons pilotes de chasse virés parce qu'ils ne connaissent pas la doxa. Donc c'est devenu politisé là aussi, il faut savoir. Donc ces gens-là ils sont courageux parce qu'ils auront des. Enfin, ils sont courageux, ils auront des autour du bâton, ça c'est vrai. Mais dès lors que tu bouges un doigt, bah, ton parcours en est témoin. Tu ne peux pas exercer ton métier de journaliste comme les autres, tu n'entreras pas, toi, dans une rédaction, jamais on t'acceptera, et pourtant tu fais un travail plus sérieux que les journalistes que je rencontre dans la grosse presse. Mais tu vois, c'est. Et toi, en tant que t'as empêché justement, lorsque tu étais au modem, t'as empêché de monter parce que tu étais président de la fédération. Tu t'es présenté comme le grand boss et on t'a injecté. Bah, j'étais, je crois, quelqu'un de très populaire parce que j'écrivais beaucoup de journaux nouvelles qu'ils n'avaient pas, parce que Paris s'en foutait totalement. Tout le monde le sait. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, les anciens du Modem. Au Modem, on n'avait aucune nouvelle, on n'avait pas un centime, ils avaient coupé tous les crédits PDF qu'on est au JO, on a dû fermer le petit local qu'on avait. Donc ils s'en foutaient totalement. Moi je parlais aux gens et j'étais donc assez populaire. Puis travaillant, bah, je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes, donc j'en ai parlé, et puis je me suis aperçu que pour régler ces problèmes, ces enjeux importants, bah, il fallait amener dans ce mouvement politique des
direction du travail, des organisations sérieuses, et non pas seulement du blabla. Et puis, comme ça ne marchait pas, c'est déjà fait manipuler, et que, tu sais, je ne suis pas seul à avoir été viré du modem. On a été dizaines de congressmen, c'est comme les Américains, c'est des gens en congrès. Avant moi, il y avait eu des scènes comme ça où Bayrou, tout d'un coup, arrêtait son speech, c'est toi qui es là-bas, qui est ce signal, blablabla, qui faisait laminer le mec. Donc, on n'a pas besoin de toi ici, hein, n'est-ce pas, Marielle? Qu'est-ce que tu en penses, Marielle? Il y a les autres. Oui, tout à fait, on a vu ce que ce monsieur pouvait faire, blabla. Le gars, il partait pratiquement en pleurant, il était viré. Il y en a qui ne pleuraient pas, qui partaient en dessous de gueulante. Et bon, enfin, bref, ça a écrémé, tu sais, c'était incroyable. Quoi. Le modem n'a gardé que les gens qui ont tenté de rester discrets ou les moutons. Et donc, bon, bah, j'ai vu que c'était pas possible, qu'on avait affaire à un despote, à un petit tyran, qu'il n'est pas question de mettre ce type au pouvoir. Hors de question. Ils sont tous pratiquement tous comme ça dans la tête des partis. Donc je me suis présenté face à lui, sachant parfaitement que ça ne marcherait pas. Élection de 2010, si je ne me trompe pas. Et déclarer sa victoire, il n'a jamais pu payer les résultats naturellement, et il s'est arrangé pour que je sois éjecté. C'est normal, si tu veux, c'est un peu le jeu, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs. Tu sais, c'est ce qu'on m'a dit Azière, à l'époque, Azière, qui était le 3 ou 4, Eric, je fais un petit coucou en passant, qui était toujours entre Bayrou et les gens qui se plaignaient, il avait beaucoup de mal à gérer tout ça. Il était toujours suspendu au téléphone. Et donc il faisait le tampon et il disait, tu sais, il n'y a pas de mort, la mort politique c'est pas une vraie mort, pas vraiment te tuer. Mais en fait, parce qu'au modem, il n'y a pas de démocratie comme M. Vous voulez le faire entendre. C'est vraiment un parti au service d'une personnalité. Absolument. Donc, comment c'est un marche outil exclusivement dédié à Bayrou. Et lui, il n'en avait rien à cirer. Non, mais alors quand je te dis rien, c'est vraiment rien. En revanche, enfin je ne vais pas dire trop, mais les journalistes, ça a été pas passé des journées entières avec eux, à bouffer avec eux, et quelques autres personnages qui l'intéressaient, mais certainement pas ni les présidents régionaux, départementaux, ni les conseillers nationaux, ce que j'étais aussi, ni les militants. Surtout que moi, je vais te dire une chose, c'est quand même bizarre là. Tu viens du modem, mais on sait que c'est la démocratie chrétienne, c'est l'ancien UDF, c'est le parti de Bayrou. Pourtant, ça n'empêche pas les journalistes de qualifier d'extrême droite, alors que là, pour le coup, je vais sortir de mon cadre. Je sais que Rémi n'est pas d'extrême droite. Voilà. Il y a qu'à discuter avec lui, on voit qu'il n'est pas d'extrême droite. Mais pourquoi, du coup, ces journalistes te qualifient ainsi, alors que tu as tout un passé qui vient de la démocratie chrétienne? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Si tu veux, en même temps, il faut se demander que c'est que des complotistes ou d'extrême droite aussi. Peut-être qu'on est tous d'extrême droite, on est peut-être tous aussi d'extrême gauche. Ça dépend quelle question tu vas me poser. Tu vois? Donc, qu'est-ce que c'est d'extrême droite aujourd'hui? C'est-à-dire, si tu prends un communiste de 1925, c'était un type, si tu l'interroges en 1925, tu le fais parler aujourd'hui, les gens diront ça, c'est un mec d'extrême droite. Tu prends un discours de Jaurès, tu pourrais l'attribuer aujourd'hui à Marine Le Pen ou à n'importe qui. Donc, le décalage il est absolument énorme. Là, tu as mis un ballon absolument considérable. Tu prends n'importe quel discours de n'importe quel roi de France, c'est d'extrême droite. Tu prends un topo de Marie Curie, c'est d'extrême droite. N'importe qui. Tu peux prendre, je sais pas, tu vas prendre par exemple, comment s'appelait cette grande figure qui a voulu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, président très célèbre qui a été assassiné. Ouais, qui a été assassiné, voilà. Je suis comme toi, je l'ai oublié. Dans sa loge, quelqu'un qui va nous le dire. Classé d'extrême droite, 100% aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un républicain, pas l'oublier, c'était pas un démocrate. Les démocrates étaient plutôt pro-esclavage à l'époque. C'est des républicains qui étaient plutôt mais encore une fois, ça veut rien dire. Tout le monde est d'extrême droite et tout le monde est d'extrême gauche et tout le monde est écolo aujourd'hui. Je peux dire aussi que je suis un écolo, hein, parce qu'effectivement, il y a un gros problème sur cette planète. Donc on peut dire n'importe quoi. En fait, la presse se rabat là-dessus parce que, comme tout chien à la laisse, il utilise les réflexes et son petit périmètre d'action et puis il aboie et tire sur sa laisse toujours de la même manière. Tu t'approches d'une ferme, il y a un chien qui est là, ça laisse pareil.
ce soit toi ou ton suivant, il va t'aboyer exactement de la même manière, c'est les mêmes réflexes. Donc il va te définir dans la manière dont on lui a dit qu'il fallait te définir. Voilà, c'est tout. Celui-là, il est comment le matin en rédaction? Ah bah, C'est qui celui? Ça, c'est extrême droite complotiste. Ah bon, c'est tout, le travail il est fait. Hop. Et puis après, il te fout les papiers, il brode un petit peu, mais bon, le thème principal, c'est bah tiens, mes gourous, comme nous. Allez, gourous. Puis, bon, ils n'ont pas encore dit pédophile, ils n'ont pas dit. Ils vont peut-être trouver des choses, on verra, mais enfin, dans leur imaginaire, je veux dire. Mais en fait, ils trouvent rien. Quand ils disent de quelqu'un, c'est quelqu'un d'extrême droite, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Fouché, l'extrême droite. Raoult est l'extrême droite. Tout le monde ils sont tous d'extrême droite, selon la presse. Donc voilà. Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire rien. Dis-moi, quels sont tes projets là à court terme? Ben, je te dis, c'est. Là, on est en train de charger les barils de poudre sur le navire et ça va exploser. Gentiment, hein, attention. Hein, je ne menace personne, non, mais le système, lui, il va être complètement à la ramasse dans très peu de temps. Oui, parce que il faut pas faire d'appel à la violence. Voilà, Non. Ah non, mais ça, il faut conserver, ça je le dis aux fonctionnaires qui nous écoutent, il faut conserver tout ce qu'il y a de bon à conserver. Je ne suis pas un marxiste, léniniste, voulant faire table rase. Jamais de la vie. Il faut conserver et restaurer ce qu'il y a de bon dans ce pays. Et il y a encore des choses qui valent la peine malgré tout. Voilà. Mais quand on aura supprimé 90% de ce qui ne va pas, ça ira déjà beaucoup mieux. Il restera encore 10%, ça prendra beaucoup plus de temps. Certaines choses prendront 150, 200 ans, parce que tout ne se refait pas du jour au lendemain. Les Capétiens, ils ont mis des lustres pour faire ce qu'ils ont fait. Tu connais toi la liste des rois de France? Pas toutes, malheureusement. Ah ouais, je la connais intégralement. Je peux te la réciter intégralement depuis les Mérovingiens, les Carolingiens, Justement, les Capétiens, les Valois, les Bourbons. On la connaît pas parce que c'est une histoire interdite. C'est pas bien. Faut pas parler d'histoire de France, faut pas parler de tout ça. Non, c'est la République et l'alpha et l'oméga de ce que tu dois savoir. Éventuellement, il y a eu quelques rois, ça n'a aucun intérêt. Si je te dis qu'il y a eu un roi Rodolphe en France, tu diras, je n'étais même pas au courant. Ou un roi Eudes. Je ne sais pas qu'il y a eu un roi Eudes en France. C'était qui? Voilà, c'est intéressant quand même. On ne sait pas ça. Vous êtes interdit d'accéder à ça. Vous êtes interdit à accéder à plein de choses, chers amis. Vous ne savez rien. Vous savez que vous ne savez pratiquement rien. Même quand vous êtes au courant et que vous êtes catalogué ultra complotiste, je peux vous dire que vous ne savez pratiquement rien de ce que vous pourriez et devriez savoir, y compris sur ce que vous devriez avoir et ce dont vous devriez bénéficier aujourd'hui. Par exemple, en termes de revenus et d'argent. Vous ignorez totalement de quoi on vous a poli. Et vous êtes content avec ce qu'on vous donne. Vous ne savez pas tout ce qu'on vous pique. Justement, il y a des gens qui me demandent ce que tu ferais vis-à-vis de la dette. Alors la dette, c'est très très simple. Écoute, c'est enfantin. Mais tu sais, j'écoute les gens qui disent que c'est pas possible de ne pas la rembourser. Alors, question très simple. La dette, tu ne peux pas la rembourser. On est bien d'accord. C'est 30 ou 40 000 euros chacun. Tu les as, toi? Et non. Qui les a en France? Personne ne les a, d'accord? On ne peut pas la rembourser. On ne peut pas la rembourser. Milliards, On ne peut pas la rembourser. Alors, si on ne peut pas la rembourser, qu'est-ce qu'on fait? On ne la rembourse pas. Puisqu'on ne peut pas, on ne la rembourse pas. Donc autant dire tout de suite, on ne la rembourse pas. Et il n'y aura pas de problème, tu sais. Rembourser la dette qui est faite uniquement d'argent fictif, c'est de la foutaise. Hein, c'est uniquement des avoirs sur les gros comptes chez les Rothschild, les Rockefeller et autres. Mais ça n'est rien. C'est de l'argent, c'est de la spéculation. Et alors on peut avoir éventuellement une discussion sur 90% de la poubelle et 10% étalés sur un moratoire de temps. C'est surtout le principal. Quand il faut se préoccuper, tu sais qu'il y a intérêt et principal dans la dette. Donc, tout ce qui est intérêt, tu le poubellises parce qu'il est indu. Aucun Français n'a signé pour ça. C'est simple. Donc, le contrat, il ne vaut pas. En revanche, s'ils ont effectivement bénéficié davantage au détriment d'autres, en obtenant de l'argent qui éventuellement a été pris à d'autres, qui n'a pas pu servir au développement d'autres pays, par exemple, etc. Bon, ça, il faut regarder de près. Mais là, je le dis souvent, comme ailleurs, il y a des solutions à tout, car il y a des gens intelligents dans le monde qui connaissent ces questions et qui savent comment faire. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Oui, on va annuler la dette, mais on ne va pas repartir à zéro comme ça en claquant la porte et en faisant les choses mal. Les banquiers ont ce qu'on leur frais. Vous n'avez pas qu'à s'engager dans tout ça.
on va mettre en tôle un certain nombre de créanciers qui ont créé volontairement, qui ont forcé l'État à leur emprunter de l'argent, depuis en particulier que la Banque de France n'est plus habilitée à battre monnaie et à faire de la France un État digne de ce nom. Un État, c'est d'abord un État qui utilise sa monnaie. Donc tous ces gens qui se sont servis allègrement, qui se sont enrichis sur le dos des Français, ils ne récupéreront pas la mise. Même, je compte qu'on saisisse tous leurs biens où qu'ils se trouvent. Et puis ensuite, surtout, ce qui compte, c'est pas l'argent actuellement en circulation, c'est la richesse qu'on va créer. Parce que dès lors que tu sais, quand tu plantes un pommier, hein, tu pars d'un pépin qui ne coûte rien, et au bout de 20 ans, tu as un arbre qui produit énormément et c'est donné gratuitement. Eh bien, l'humanité est pareil. Si tu donnes la liberté aux gens et que tu encourages les gens à travailler en permettant qu'ils se rémunèrent très 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 bien, ils bossent et de la richesse ils en créent. Et du coup, tu crées un pays extrêmement attractif, surtout si tu as une fiscalité extrêmement avantageuse. Imagine une TVA à 0%, c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. Qui c'est qui me dit que c'est pas possible? La TVA aujourd'hui, tu crois qu'elle paye les routes et les hôpitaux? C'est faux. Tout ce qui est infrastructure en France est financé par de l'emprunt. L'intégralité de l'impôt sur le revenu est bouffée par l'intérêt de la dette, c'est-à-dire les petits pourcentages qui volent. D'accord? Donc tout ça, ça va dans la poche des banquiers directement. On peut parfaitement revenir à zéro, ça ne changera strictement rien. Et puis non. Donc 0% de TVA, tu vas voir si les gens ne vont pas venir investir en France. Et parce que ça ne suffira pas, parce qu'il y a d'autres problèmes, des normes, des années interdites, des obligations de déclaration, des ceci, de cela, il va falloir débroussailler. Mais une fiscalité avantageuse, tu attires énormément de gens. Il y en a qui vont être jaloux, certainement. Il faudra discuter un peu avec les Européens qui ne sont pas trop jaloux, mais il faudra les aider aussi. Parce qu'ils se libèrent eux-mêmes. Mais justement, pour la baisse de la TVA à zéro, même de baisse de TVA d'un point, il faut demander l'autorisation à l'Europe. Donc justement, quelle serait toi ta politique vis-à-vis de l'Europe? Eh bien, l'Europe ira se faire voir. Parce que l'Europe, c'est les peuples d'abord. C'est les peuples qui décident. Voilà ce que je me dis franchement. L'Europe n'a pas à décider pour nous. L'Europe était censée être faite pour les peuples et non pas les peuples pour l'Europe. Et les peuples n'ont pas à être soumis à une instance internationale qui régnerait sur eux. Un scandale total. Ce sont les peuples qui sont souverains. Donc on repart à zéro. Il n'y a plus d'Europe, c'est fini. Il n'y a plus d'Europe politique. L'Europe, enfin politique au sens où là actuellement, là c'est ce que tu veux. Je sais pas te dire ce que c'est. Enfin, tout ça, ça n'a plus aucun impact sur nous. Donc, abrogation de Schengen, Maastricht, Lisbonne, etc. Sauf s'il y a, ici ou là, des dispositions qui sont justes et qui peuvent entrer dans le cadre de relations fraternelles entre les peuples d'Europe. L'Europe, elle existe, elle est géographique, elle est culturelle, tout ça, ça existe. Hein. Donc l'Europe continuera d'exister, c'est pas parce qu'on supprime cette Europe politique désastreuse qu'on va supprimer l'Europe. Il n'y a qu'à voir le cas des Anglais. On a annoncé qu'ils seraient à 3 pieds sous terre 6 mois après le Brexit. Et ils sont encore là et ils se portent plutôt bien parce que quand tu regardes la valeur de la livre sterling, j'étais assez surpris. Tu as vu, non, le montant? Apparemment, ça se passe pas si mal que ça pour les Anglais. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils sont totalement souverains. Ça veut dire qu'en fait, tu ferais un référendum? Non, il faut le décider. Le peuple on va pas attendre encore de faire un référendum. Le peuple n'en peut plus de cette Europe. Qui veut de l'Europe? À part les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires européens, et personne n'en veut. On abroge tout de suite. Moi, j'arrive, je prends, je dis c'est terminé. Il y a quelqu'un qui s'y oppose, personne ne s'y oppose. Tout le monde sera content. À part les quelques huluberlus des plateaux télé, journalistes à la solde du système international. T'as vu que Soros, il s'est pris une claque là, tu as vu? Il a présenté un candidat à la Cour européenne des droits de l'homme. Son candidat a été recalé des 47 pays européens, ont mis quelqu'un d'autre à sa place de compétent, paraît-il, en tout cas ne faisant pas partie de l'Open Society. Intéressant, signe très très intéressant. Donc ça se réveille, tu vois, c'est en train de bouger. Oui, mais ça se réveille, je ne sais pas. Moi, je vais te dire autre chose. J'ai couvert Madame Henrion-Caude. Ah, tu viens de parler. Qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas touché. Est-ce que Rémi et... Ah, voilà, il revient. Oui, non, je cherchais ce fameux Jean-Pierre Bernanda que j'ai fait entrer sur Google. J'en ai fait ça dans une autre fenêtre. Désolé. Pas de soucis. Alors, moi, j'ai couvert la manif d'Henrion-Caude sur les questions sanitaires. Et il y avait quoi, 400, 500 personnes.
Le lendemain, il y a eu un mouvement écolo, il y en avait 50 000. Donc en réalité, est-ce que les gens se rendent vraiment compte? Est-ce que ça les dérange dans la réalité? Est-ce que voilà, on leur prive de liberté, mais est-ce que ça les dérange? Je ne suis pas sûr. Mais ça veut dire qu'il faut les interpeller sur des questions peut-être un peu plus d'écologie, etc. C'est possible. Mais enfin, l'écologie, elle dépend d'un certain nombre de choses que disent des gens comme Madame Orion, qui est une femme formidable. Elle est une belle femme, intelligente, et elle dit des choses très intéressantes. Mais elle s'adresse à des gens qui ont un niveau peut-être un peu supérieur culturellement et intellectuellement par rapport aux 50 000, si tu veux. Mais bon, il faut donner à chacun, parce que les préoccupations populaires, ça existe aussi, hein, c'est évident. C'est évident. Donc, les gens ne sont pas forcément totalement réveillés sur tous les sujets. Beaucoup ont peur de se manifester aussi sur des sujets un petit peu délicats comme le vaccin, le port du masque, etc. Parce qu'ils se prennent des plumes dans la rue, donc c'est normal. Mais je pense quand même qu'il y a un éveil, et surtout il va y avoir un éveil du fait des événements. Les événements, les circonstances, la République va énormément nous aider. Tu vas voir. C'est en train de se faire, elle est en train de le faire, elle nous fait tout le boulot. Est-ce que tu penses par exemple que le fait, parce que je pense qu'à un moment donné, le fait de subventionner par exemple les restaurants, le chômage partiel, etc., ça doit s'arrêter. Est-ce que le jour où ça s'arrêtera, c'est peut-être ce jour-là où il y aura une implosion? Ah, je sais pas, parce que je suis pas sûr, parce que les restaurants qui étaient pour le temps l'une des activités les plus connues et peut-être les plus protégées, l'une des activités les plus protégées par le gouvernement, parce que le gouvernement aime bien les restaurants. Et puis ça attire le tourisme. Je pense qu'ils sont quand même pas assez nombreux pour représenter une masse critique permettant de chambouler les choses. Puis on a vu les gens, ils ont été confinés chez eux, ils sont pas allés au restaurant, et apparemment ça n'a pas été la révolution. Pourtant on disait il y a 30 ans, si tu fermes tous les restaurants, c'est le feu partout, c'est pas vrai. Donc comme tu dirais là, en l'occurrence, le réveil on ne le sent pas trop. Mais il va y avoir d'autres événements. Mais si tu restes dans le contexte actuel, de toute façon ça va arriver. Je pense que les gens intelligents, s'ils anticipent un tout petit peu au-delà des 3-4 mois qu'ils ont habituellement dans leur imaginaire, dans leur perspective, on sait qu'il y aura un problème pour payer les retraites. Un jour ou l'autre, on ne pourra plus les payer. Déjà, on ne rembourse plus les frais de soins, etc. Donc, au bout d'un moment, quand on va passer ça, plus d'argent. Eh bien, ils vont commencer à faire des actions, à se lever des mettre d'accord. Alors, il faudra les foutre en prison, peut-être par 100, par 1000, par 10 000. J'espère qu'on aura fait ce que nous avons à faire avant, mais c'est pas tenable pour l'État. L'État ne peut pas foutre en prison toute la population. Il n'y a pas 65 millions de places. Déjà, les prisons sont bondées, sont dégueulasses, mal entretenues, mais on ne pourra pas foutre toute la population en prison. Mais justement, est-ce que les gens ont vu ce qui s'est passé sur les gilets jaunes et justement ont dorénavant cette crainte de dire voilà, les gilets jaunes peut-être se sont rebellés, mais on les a matés avec du LBD et donc du coup je ne vais pas m'y aventurer. C'est vrai, mais tu as des ressorts dans l'État, c'est-à-dire quand tu as ce genre d'événement, ça fait blou 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 blou, c'est comme la cuisson de la soupe, tu vois, ça tombe un peu, mais dans ce mijotage, je ne sais pas si c'est mijotage, ce mijotement, tu as dans l'état profond des gens qui commencent à cogiter, notamment des hauts fonctionnaires politiques qui se disent quand même là, il y a quand même un problème. Ça prend souvent du temps, tu vois, 6 mois, 8 mois, 1 an, et une contestation qui vient. Regarde dans la République en marche, et les députés qui ont quand même dit des choses extrêmement sévères sur Macron, commencent à cogiter. C'est très long parce que tu sais comment c'est, les nantis, ça commence à les gratter quand les pauvres sont déjà morts. Mais ça se fait souvent comme ça dans l'histoire. Malheureusement, ce sont des processus très longs, mais finalement, les grands mouvements sont inscrits dans le marbre. À la fin, au début du XXIe siècle, il y aura eu en France les gilets jaunes. Tu ne peux pas les effacer les manuels. C'est comme ça. Et donc, ça va cogiter. Continue comme ça, parce qu'après, il va être plein de chez les constitutionnalistes. Et ça débouche de à nouveau, j'ai mon bébé qui me excuse-moi. Je vais rappeler la maman un petit instant. Petite pause là de petites minutes. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes très nombreux là sur YouTube, vous êtes quasiment, enfin vous êtes 700.
poser vos questions. Voilà, il est là. On va résoudre, se mettre un quart d'heure. Donc, allez-y, posez vos questions. Rémi est là pour répondre à vos questions. Allez-y, là, nous sommes en même temps plus de 715 en comptant Facebook. On est 1000 en même temps. Donc, allez-y, posez vos questions. Mais donc, tiens, Mathieu qui nous dit ça va être quoi le point de rupture? Non, attention. Ah oui, le point de rupture dans le sens où on ne ferait rien, par exemple, et les gens de bonne volonté ne feraient rien, quel serait le point de rupture? La question est comme ça. Franchement, mais j'en ai pas du tout envie. C'est ce qu'on a dit, plus de retraite, on ne paye plus les retraites, on ne paye plus les fonctionnaires. C'est arrivé dans certains pays. Les fonctionnaires ont 6 mois et commencent à pleurer. Par contre, j'aurais bien. On saisit vos comptes bancaires. C'est lequel t'en préférais? Attends, on dit pas. D'ici, on va voir. D'ici, on choisit, après on Tape choisira. dessus un peu trop. Là, les flics qu'on fait venir de droite et de gauche, les sortes de milices, là, les flics qu'on a vus, qui ne sont pas des vrais flics, sont des miliciens. Là, ça ne plaît pas trop, ça peut être un ensemble comme ça, mais je crois qu'on y est en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'affûter leur lame. Le seuil de rupture, en fait, je pense que c'est ça. Alors, je trouve ça bien pour répondre à la question. Monsieur Rémi, allez-vous répondre sur les plateaux aux accusations des médias BFM, Mais j'ai déjà fait, j'ai déjà répondu à toute la presse. J'ai fait BFM, TF1, Antenne 2, je crois. Ils ont tous appelé, j'ai tous répondu. Hier, j'ai fait que ça pratiquement. Moi, je mettrais. Là, ils continuent à m'appeler, là, tout le temps. Je leur dis, allez voir, tu vois, je suis sympa avec toi. Je leur dis, allez voir le live de Mike Borowski parce qu'on va pouvoir parler librement. Comment on va faire? Merci. Alors, quels sont Ah, question top secrète, cher ami. Combien j'ai de têtes nucléaires aussi, il faut demander. Et je n'en répondrai pas. Because there is a possibility of. Vous avez raison, il ne faut pas montrer ses cartes, c'est évident. Non, bien sûr. Alors, allez-y, continuez à poser vos questions. C'est un peu. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit, Chapatiou nous dit qu'il ne pose pas nos questions. Alors, je vais peut-être Si je posais ces questions, mais vous savez, ça part aussi très vite. Donc je ne peux pas toutes mais allez-y, sinon vous réécrivez une deuxième fois. Alors, connaissez-vous Renaissance française qui a appelé à l'action il fallait me dire quand et de quelle manière. Je connais Renaissance française, mais je me suis un peu précisé. On appelle à l'action officielle et solennelle. Je pense que quand on fait des appels, il faut le faire de manière assez solennelle. Et il faut qu'on comprenne que c'est un moment important, parce que si on communique comme ça, on fait juste un petit post, on va voir le ciel. Est-ce que tu travailles par exemple avec le CNT et que penses-tu du fait que le rapport monsieur Éric Furet, ça fait déjà qu'il est Comment les petit d'ailleurs. Oui, c'est une arrestation politique. On a été en relation très récemment. Bon, je ne vais pas trop revenir sur l'incident, mais je n'aime pas trop critiquer les gens qui sont dans à peu près le même démarche que moi, parce que ça fait partie des gens qui, grosso modo, quand même, veulent le bien de la nation et du peuple. Donc, si nous sommes à peu près dans la même démarche, je l'ai aidé à réfléchir à la question. Je lui ai donné des directions, il n'a pas tout entendu, et en particulier sur l'histoire de ces. Il pensait pouvoir prendre le pouvoir assez facilement depuis la rue, comme ça je lui dis ça ne marchera pas, ça ne va pas marcher. Mais sinon, dans l'ensemble, il a des gens parfois souvent intéressants avec lui. Sa réflexion était dans l'ensemble de bon sens, légitime. Voilà, nous allons le faire et nous faisons avec des gens du CNT, avec aussi des gens qui sont changer d'organisation, on peut être dans les deux à la fois d'ailleurs. Mais le tout c'est de travailler, il faut travailler. Et il faut être aussi, je crois, il faut avoir, il faut être intelligent. Parce qu'il ne faut pas se mettre à proposer des choses qui ont soit déjà existé et échoué magistralement dans l'histoire. Et ça, au CNT, j'en ai vu, j'aurais dit là, comme ça, c'est mon expérience qui s'est produite à tel endroit. Ah, on savait pas. Il faut faire attention à ne pas vouloir prendre en main, en charge tout le système, les gens, leur quotidien écrit, leur vie. Ça, c'est plus on écrit, plus on prend le risque d'établir une nouvelle tyrannie. Et votre tyrannie pourrait fort bien, je ne dis pas ça au CNT en général, je dis aux gens qui écrivent en général, faites attention à ce que votre tyrannie ne soit pas l'antithèse de celle que vous combattez aujourd'hui.
faut pas écrire des grands Donc, textes sur la base de ce que actuellement, c'est la plus aujourd'hui. haute, la plus Il grande faut d'Europe. voir loin. Il faut regarder sur 3 à 4 000 ans. La Grèce antique, la royauté française, l'histoire du monde, l'histoire des peuples, il faut faire des choses. Il ne faut pas écrire une constitution parce que vous avez une table dessus. Si vous faites ça, vous allez créer un truc qui sera un avatar, comme disent les Américains, et ce sera la même chose. Donc faire très attention. Je dis toujours que la politique, c'est une très longue ligne droite, c'est 2 lignes droites. C'est ce qui devrait être et ce que vous écrivez. Et vous écrivez quelque chose qui est très proche de ce que c'est juste, mais il y a un angle de départ. Et quand vous avez fait 300 km, votre angle, ça peut des milliers de kilomètres d'espacement. Et vous en arrivez à ce qu'on a vu très souvent dans l'histoire. Là, on est sur cette histoire après, pour l'instant. Effroyable au final. Donc, pas question de ça, parce qu'il est évident que l'hydre qui contrôle tout, diable, Ah oui. Non, je n'ouvre pas là. lui, il sera prêt à exploiter. On le met bien dedans. Au niveau On va le régional, remettre il Donne-moi. sera prêt à balancer des sous. C'est pas son problème. Et faire pire encore, que, si c'est possible, et ce que nous avons. Je ne crois pas que ce soit possible, parce que pouvoir laisser pratiquement les nanoparticules, les futurs robots tueurs, les drones miniatures de la taille d'un insecte qui viennent vous piquer la nuit dans votre sommeil. Attention, là on arrive vraiment à un niveau qu'on n'a jamais atteint dans l'humanité au contrôle de la population. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Mais tout ça pour dire que faire très attention quand on travaille sur ces questions, à être très circonspect, prudent et respectueux de ce que nos ancêtres ont légué, parce qu'ils ont beaucoup réfléchi à ces questions-là. Les gens n'étaient pas idiots dans l'histoire. Et la population qui est Donc, du coup, vu la mode, vous avez compris, c'est la mode du lâcher pour le moment. Comment Moi j'en ai un. Alors, Ulamog nous dit comment doit-on Chez- agir pour le moment. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, l'instant T, les gens doivent faire. Alors ça c'est une bonne question. J'ai voulu faire une vidéo, j'ai pas le temps parce que je suis Non, arrête, je sais pas drôle. J'ai fait une vidéo, je suis en train de la faire sur que faire aujourd'hui. Moi je crois qu'aujourd'hui vous devez recréer des communautés où vous faites entre 10 et 60 personnes, pas plus. Vous allez vivre en autonomie, en autarcie. Vous échangez vos services entre vous, l'argent entre vous, et le reste à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de l'alimentation d'argent extérieur, d'accord? Vous connaissez l'histoire du gars qui arrive dans un hôtel, qui pose le billet de banque pour votre chambre d'hôtel, il monte dans sa chambre, et puis l'hôtelier, vous connaissez ça, l'hôtelier il va régler la facture de linge, la lingère va régler le restaurateur revient à l'hôtel, et puis il lui paye 100 € parce qu'il devait à l'hôtelier telle facture, et puis finalement le voyageur de commerce descend de chambre en disant je ne veux pas de cette chambre, il ne veut pas, il reprend son billet de 100 € et il s'en va, mais des 100 € ils ont servi 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois, ça a payé des factures, enrichir tout le monde. Donc vous n'avez pas, si vous créez des systèmes autonomes, vous allez ne pas avoir besoin d'injecter de l'argent extérieur. Ça veut dire que vous allez apprendre à distribuer autour de vous les rôles et les compétences des producteurs, des réparateurs, des concepteurs, etc. Dans des milieux abrités, et je pense en particulier en forêt par exemple. En forêt, les drones, il n'y a pas besoin de blinder les blindés, parce que les blindés ça ne traverse pas les forêts. Donc vous aurez déjà, ce sera plus difficile pour venir vous déloger. Donc dans l'immédiat, c'est une situation de trouble grave. Organisez-vous comme ça, il vous faut des points d'eau, être à distance, et puis surveillez les accès, piégez-les, ne soyez pas loin des agriculteurs qui puissent vous nourrir, qui puissent y aider, supporter, protéger, vous voyez. On va revenir, vous savez, sur les campagnes, par exemple. oui, bien sûr. Et on va revenir sur les anciens emplacements du néolithique, parce que le néolithique, ils pensaient pareil, ils pensaient de la même manière, enfin, il y a différentes, mais un peu le même principe. Vous avez besoin d'eau, voie de circulation, et puis l'abri des forêts, parce que vous savez que les peuples, ils ont des peuples sylvestres pendant très longtemps. Donc les survivalistes, ils retournent, il y a un instinct qui les ramène aux forêts, comme une sorte de temple protecteur naturel. Donc j'encouragerais d'une part à faire ça. Éloignez-vous des villes, parce que si ça chauffe, si ça pète, c'est les gens en ville qui sont bloqués. Et quand vous êtes bloqué en ville, vous ne sortez pas. Et toutes les rues sont bloquées et votre voiture, vous ne partez pas. Donc faites très attention à ça. Et effectivement, allez plutôt vers des communautés, mais recréer, c'est-à-dire accepter les autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tous tout seuls. Je n'ai affaire que des gens qui m'appellent en me disant je suis tout seul, je ne peux pas être. Qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul. Et c'est pas normal que vous soyez tout seul. La société vous a isolés les uns les autres et elle a détruit vos familles et vous-même, elle vous a encouragé à vous séparer trop facilement. Autrefois, c'était difficile de se séparer.
supportait son mari, sa femme, faisait un peu d'effort. Alors je dis pas qu'il faut pas, j'ai déjà dit, je dis pas qu'il faut pas séparer dans certains cas, mais j'en ai il faut essayer de se rabibocher avec les gens et accepter. Vous aurez besoin de ces petits côtés-là de conducteurs. Foutez-leur la tête, et pas les emmerder, laissez-les faire le travail. Vous avez besoin de... Et les gens, ça se fait. Aujourd'hui, ça existe déjà, les gens qui font ça. Soyez utiles, apportez une plus-value. Ne faites pas de la compétition, la concurrence et l'évaluation systématique de l'accord de chacun. Amenez une certaine discipline, impact. Peut-être qu'il faut désigner des chefs, c'est à vous de voir. Et recréer un pacte social entre vous. Défense, solidarité. Vous pouvez très bien passer des périodes trop longues. Mais justement, tu viens de dire que les gens qui t'appellent te disent voilà, nous sommes seuls. Et c'est qu'en effet, voilà, c'est parce que c'est le règne de l'individualisme qui est actuellement. Bien sûr, alors, on a eu des décennies très individualistes, matérialistes. On a illusionné les gens, on a fait de l'illusion, on les a trompés en leur faisant croire que le bonheur était dans le nombril, dans l'autocontemplation. On allait voir son psy, on allait voir tout ça, c'était cette époque-là. Tu sais, j'ai donné un nom à cette époque, c'est le bas âge. Le Moyen-Âge, la Renaissance, les guerres artificielles. Le bas âge. J'espère qu'on va perdre comme ça. C'est la fin du bas âge. Nous allons aller vers un autre. Et bien, dans ce bas âge, les gens se sont retrouvés tout seuls, pauvres, isolés, en situation de faiblesse, meurtris par les autorités qui étaient censées les protéger. Voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui, effectivement. Alors que tu vas dans d'autres pays, tu touches à quelqu'un, tu as 60 personnes qui tombent sur les grappes. J'ai connu comme ça une histoire, quelqu'un de très proche, qui est parti en touriste en Inde, traverser l'Inde en voiture avec un chauffeur, parce qu'en Inde, tu débarques pas comme ça, faire très attention, il faut que tu prennes un chauffeur. Et le gars, il a renversé quelqu'un dans la rue, dans un village. Tout le village est arrivé, ils ont vu cette personne qui était blanche à l'intérieur, ils ont commencé à secouer la voiture, à la renverser. La personne, elle s'en est tirée de justesse. Donc il y a une solidarité, il y avait autrefois en France aussi une solidarité, il ne fallait pas faire le con, parce que les gens, ils se tenaient entre eux. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent se faire dessouder à la maison, les voisins, ils ne bougent pas. C'est incroyable, les gens ne se connaissent pas. C'est vrai. J'ai une personne qui m'a demandé, voilà, je ne sais pas si tu as entendu cette polémique, on va dire, sur le fait qu'il n'y a plus le prénom Pierre dans nos banlieues. C'est-à-dire qu'il y a eu une dame voilée qui a posé la question à M. Macron en disant voilà, mon fils pense que le prénom Pierre c'est une légende. Pourquoi nous n'avons plus de réelle mixité dans nos banlieues? Pourquoi nous sommes essentiellement entre diversité et il n'y a plus de Français dits de souche dans nos banlieues? Lui, bon, évidemment, n'a pas répondu. Toi, qu'est-ce que tu penses justement de cet état de fait? Tu veux dire qu'elle se plaignait qu'il n'y ait plus de Français de souche, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des responsabilités extrêmement partagées. Il y a l'État immigrationniste qui a voulu se servir de la population immigrée, tout le monde le sait, dans les années 70 pour tenir des gens à coup. Il y avait des mondialistes et des socialistes, des communistes qui ont tout fait pour alimenter les rangs des syndicats et du Parti communiste et qui avaient en haine la vieille civilisation chrétienne et nationale. C'était le communisme subversif. Et puis il y a toute cette génération d'énarques complètement cinglés qui pensent qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a plus de racines, tout ça c'est fini, tout ça c'est... Mais c'est eux qui sont complètement en course pour le penser, puisqu'ils ont cru qu'en faisant de la planète un village planétaire, ça marcherait, ça ne marche pas. On revient sur certains atavismes. Et effectivement, alors il y a des responsabilités liées à la sécurité, il y a des populations qui ont été des populations importées, mal logées, mal casées, dans des banlieues qu'ils ont en grande partie eux-mêmes saccagées, il faut bien le dire, parce que moi je me souviens quand j'étais journaliste, on voyait dans certaines banlieues, l'État allait installer des stades, toutes sortes de choses, on allait même leur apprendre le tir au pistolet, ils avaient des profs de karaté, enfin ils avaient des installations fantastiques. Tout ça c'était détruit, cramé, abandonné. Donc il y a une part de la responsabilité de petits voyous locaux qui n'ont pas été tenus en main, voire avec participation de la police d'ailleurs, parce que parfois la police a aidé dans ce genre de choses. En transportant des gens, d'ailleurs, on a vu des gens qui étaient transportés il n'y a pas si longtemps que ça, dans les voitures de police pour les commettre des déprédations. Donc on a bousillé tout ça et on a finalement, certains se sont trouvés français de souche, en situation tellement minoritaire, puis parfois harcelés, attaqués, etc. Il n'était pas question de vivre, certains étaient dans le calvaire. Il y a des calvaires au bas des cages d'escalier, c'est horrible, pas des vieilles dames qui ne peuvent pas faire autrement, tous les soirs elles rentrent, elles peuvent payer, elles sont crachées dessus, etc. Ça c'est une abomination. Donc
va falloir remettre de l'ordre dans tout ça, évidemment. Et il va falloir faire en sorte que les uns et les autres trouvent leur véritable identité, de façon à ne plus se laisser aller à ce genre de choses. Et on va faire respecter les lois, les vraies, justes lois dans ce pays. Et les autochtones auront des droits préséants sur les étrangers. Évidemment, c'est totalement normal. Ça fait hurler toute la gauche, mais tous nos journalistes, pratiquement la grosse presse, ils sont tous de gauche. Ce qui est d'ailleurs pas normal, parce que la gauche n'est pas majoritaire en France, mais plus de 92% se confessent de gauche. Notre presse qui est incroyable. Alors, j'ai lampadaire ici, je vous pose la question. Quand vous dites que le renversement politique se fera avant le renversement physique, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que c'est ce qui s'est toujours fait en fait. Le changement de régime, c'est l'aboutissement physiquement d'un certain nombre de choses qui déjà s'étaient effondrées et une nécessité. On va faire la Révolution française amendée, contre-révolution. On a pourri l'État avant la Révolution, en particulier les loges, ont beaucoup pourri l'État. Au bout d'un moment, le roi Louis XVI était entouré pratiquement que de conspirateurs, de gens de mauvaise foi, de loges, etc. Ses ordres n'étaient plus transmis. On lui riait au nez. L'affaire des gardes suisses en particulier qui se sont fait massacrer, on n'a pas transmis l'ordre de se défendre. Hein, parce que le roi leur a fait savoir qu'ils étaient en devoir de se défendre et en droit de se défendre. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'on a subtilisé l'ordre de transmission, enfin l'ordre transmis. Bref, on est arrivé à un moment où ce basculement, cette révolution qui s'est produite, n'était en fait que le résultat de toutes sortes de choses qui sont passées avant et qui ont amené au changement de régime de manière relativement aisée pour ceux qui l'ont voulu. Et bien on va faire le contraire, mais enfin le contraire. Ce sera à peu près la même cinétique, si je puis dire. Le régime actuel est pourri, complètement pourri. Ça grouille le verre. Plus rien ne fonctionne. Ça ne fonctionne qu'à coup de extrêmement. Ça tape sur l'opposition de l'extrême droite, complotiste, machin, tout vous voulez. C'est pourri, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus d'anthropologie. Il n'y a plus de vision comme il y avait au 19e siècle. La gauche est très puissante. Il y a tout un discours, tout un arsenal. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le mondialisme, on n'en a aucun. À part LGBT, QP, je ne sais quoi. Et à part le choix de changer de sexe, mutilé chirurgicalement, le mondialisme ne fait pas rêver quand même. Il n'y a pas de discours, donc tout ça c'est. Ce qui arrive comme discours, c'est le discours de. Non, on ne veut plus de ça. Mais ça, c'est un courant extrêmement puissant qui, de toute façon, dans 10 ans, sera beaucoup plus élevé encore qu'aujourd'hui. D'ici là, il est inéluctable qu'on ait changé de régime. Parce que le régime ne peut pas tenir sur une opposition quasi universelle de toutes ces troupes qui est en train d'arriver. Pratiquement toutes ces troupes se débandent ou doutent du régime ou le combattent de l'après. Alors, Chapatu nous dit, vous dites croyant et catholique. Là, il pose une très bonne question parce que j'aimerais vraiment avoir la réponse. Êtes-vous royaliste, monsieur Daillet, et qui gouvernera la France? Voilà. Est-ce que tu es amené à la gouverner, justement? Alors, on va en parler de ça. Je sais ce que je disais tout à l'heure. On va en parler. Et on va parler de changement de régime. Donc, tenez-vous bien parce que ça va déménager. On va parler des grands fondamentaux, des grands régimes de l'histoire. Et je vais vous proposer la solution qui n'a jamais été adoptée aujourd'hui. Celle qui fera enfin des régimes politiques sur une longue durée, dans la solidité et pour le bonheur des peuples. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais je travaille toute ma vie là-dessus. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai réfléchi à cette question, je l'ai beaucoup retournée, mais j'ai fini par trouver la solution. C'est un projet que tu vas nous parler de très très prochainement. C'est un sur un cap sur YouTube. Oui, et qu'est-ce qui va se passer? Oui, tout le monde sera satisfait, tout le monde aura satisfaction et tout le monde sera dans le doute sans doute, voire dans une certaine hostilité, mais c'est la solution à coup sûr, puisque tout le monde, je le répète, aura satisfaction. Tout le monde. Il n'y aura pas d'exclusion. À part les gangsters, ceux qu'on connaît, ceux qui nous gouvernent, la cohorte des juges, type bandits, tout ça c'est sûr que ne va pas être longtemps. Mais le peuple, lui, trouvera son compte. Quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. En tout cas,
Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout, qu'on a parlé de tes affaires, de ce qu'on te reproche, on a parlé de ce que tu souhaites faire à l'avenir. Visiblement, il y aura vraiment quelque chose que tu prépares. Je suis très impatient de savoir quoi. N'hésite pas, peut-être qu'on va refaire l'interview, ce sera vraiment chouette. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tout ce temps pour discuter, pour me dire voilà, ces explications. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, il faut nous souhaiter à tous de réussir le plus vite possible ce changement et ce passage du cap, le plus vite possible parce que les souffrances sont immenses. Est-ce que tu es optimiste pour la France de demain et pour ce passage de cap? Je suis optimiste tout en étant extrêmement préoccupé de tout ce qui se passe. C'est un optimisme accablé par ce qui se passe quand même. Mais quant à être confiant, ça va beaucoup dépendre. Alors là, si tu veux, j'ai envie d'être un peu froid et sec et de dire que une fois que tu donnes la solution, si les gens ne la prennent pas, on ne peut pas la leur imposer. Donc si les gens veulent terminer avec Macron et sa clique et le mondialisme et les picos en les bras et crever comme ça, s'ils le veulent, s'ils sont hostiles à leur propre libération, malheureusement ça ne marchera pas. D'où la nécessité de chacun de se battre. Je ne dis pas qu'on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin de rassurer 67 millions de gens. Il y a Barthès qui m'écrivait hier avec son bras droit qui me disait il faut absolument répondre à notre interview parce que nous sommes une émission qui a 2,4 millions d'abonnés. Sur 2004 personnes qui regardent. C'est beaucoup. Baissé parce que tu as connu la télévision. Moi, je regarde plus la télévision depuis très longtemps. Mais donc ces gens-là, c'est paumé. Ces gens-là qui sont abonnés à Barthès, ils ne vont pas être d'accord. Ils ne vont pas être d'accord, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne savent pas. Et pour eux, pour l'essentiel, tout va bien. Mais il nous faut une masse suffisamment importante. Et une masse importante de gens lucides, intelligents, doux, tous ces gens bien qui dorment encore un peu, c'est sur eux qu'on compte. Et si on les a avec nous, tous ces gens bien, il n'y a pas besoin de 65 millions, je répète, ça le fera, ça marchera très très bien. Justement, tu as mis le point crucial pour le coup, parce que là, du coup, ça va me permettre de rebondir, c'est que tu as quand même deux France, c'est celle des gagnants de la mondialisation et celle des perdants de la mondialisation. Toi, tu t'attaques à ceux qui ont gagné dans cette mondialisation. Oui. Enfin, dans le mondialisme politicien, parce qu'il y a des gens qui ont réussi les affaires internationales, tant mieux pour eux, mais dans le mondialisme surtout, c'est-à-dire en fait, à l'insu des peuples et contre les peuples. C'est surtout ça. Parce que tu gagnes. Il y a quelqu'un qui me dit, moi j'ai fait une fortune, j'ai créé une fortune sur 3 continents. Très bien, s'il nourrit des gens, s'il travaille des gens, pas de problème. Non, c'est surtout les gens qui ont fait une fortune sur tous les peuples et qui ont saisi des biens, des recettes, des droits. Le droit d'émission de monnaie, le droit de diriger nos armées, le droit de diriger nos juges, le droit de désigner nos politiques, avec leurs gros journaux, etc. Le droit de manipuler des élections, le droit de vous imposer des vaccins, etc. Ça, c'est ces gens-là qui ont gagné. Les labos, ils ont gagné. Ils ont beaucoup gagné. Tu sais, les labos, je les ferai interdire. Tout va être saisi chez eux. On va revenir à tout labo familial, tous ces gros trucs-là, toute la liste, tous ceux que tu connais, ce sera un mandat d'arrêt effectivement international. Ils vont tous se faire choper, il ne faudra pas qu'ils viennent en France. Nos amis les arrêteront partout. On va tous les arrêter et on saisira tous leurs biens. Et tout sera saisi, tout sera fermé, tous les bâtiments seront saisis. Je vous dis l'avance.